projet pour la jeunesse de Bon, écoutez, un maire n'a pas de projet pour la jeunesse d'une commune. Ce que vous devez comprendre, c'est que la politique de l'emploi appartient à l'État de Côte d'Ivoire. La politique de l'emploi appartient à l'État de Côte d'Ivoire. C'est lui qui le déploie à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Et de l'emploi jeune. C'est pas les mairies qui gèrent la politique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Les mairies s'occupent de l'éducation nationale. Les mairies s'occupent de la formation des enfants. En matière de jeunesse, les mairies participent à organiser la jeunesse pour pouvoir faire des activités sociales. Ça, c'est la loi qui le dit. Hein. Et donc, il n'y a pas un programme que le maire peut établir pour une jeunesse. Ça appartient au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est une compétence exclusive de l'État. C'est l'État qui est responsable de la politique de l'emploi des jeunes. C'est pour ça qu'il y a le ministère, il y a l'agence emploi jeune qui est déployée dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. C'est eux qui s'occupent de la politique de l'emploi. Les maires ne reçoivent pas de budget pour s'occuper de la politique de l'emploi. C'est ce que vous devez comprendre d'abord. Au-delà de ça, à Tia Salé, moi j'ai dit, je ne distribue pas l'argent aux gens. Comme certains le font, en donnant 1 million aux jeunes, à 20 jeunes. C'est pas de l'emploi, ça. Moi, je vais offrir aux jeunes de Tia Salé ce qu'ils n'auront pas, ce qu'ils n'ont jamais vu. J'ai fait un projet qui a eu un financement de 1 milliard, qui est déjà validé par le ministère de l'enseignement technique. Et je viens de mettre à disposition pour ce projet-là 14 hectares pour construire ce qu'on appelle le centre de formation technique et professionnelle de Tia Salé. Qui va former les enfants au métier de génie civil. Qui va former les enfants au métier de choses d'agronomie. Qui va former les enfants au métier d'électrotechnique. C'est le meilleur héritage que je puisse laisser à la jeunesse de Tia Salé. Personne d'autre ne peut leur offrir un tel héritage. C'est un lobbying que j'ai fait auprès de la Fondation Khalil, ceux qui ont l'usine CCB, qui sont en Suisse là. C'est eux qui ont autorisé cela. Et le projet est en cours de réalisation. On a offert le terrain de 14 hectares, ils ont fait les études environnementales, tout est fini, ils vont démarrer le projet. Une fois que cela sera construit, les internats, les jeunes de Tia Salé auront une formation technique, une formation professionnelle avec un certificat qui va leur permettre de trouver du travail jusqu'à la fin de leur vie. Voilà ce que je peux vous répondre. Sinon, la politique de l'emploi appartient à l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas les mecs qui gèrent la politique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ok, excusez-moi, monsieur Assalé. C'est une question, monsieur Chara, il y a du monde. Je pense que j'ai supposé dire que c'est une question. À Bakanda, en fait. J'ai une ville à Tia Salé, il y a un petit village à Tia Salé qui s'appelle Tabati. Ouais, Tabati, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ok, allons-y, puisque le maire a demandé. Ouais. Allez-y, monsieur Chara. Moi, je suis en France, mais c'est à Tabati, en fait, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui font les champs des bananes. Est-ce que vous comprenez? Mais la route de Tabati est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, tu vois. Et en fait. Non, monsieur, c'est que vous ne connaissez pas Tia Salé. La route de Tabati est l'une des voies les plus reprofilées à Tia Salé. Parce que la société SCB, qui a ses implantations là-bas, ne laisse jamais cette voie se dégrader. La voie de Taboitien est l'une des voies les plus traitées à Tia Salé. C'est l'une des plus belles voies de la commune, non bitumée. Donc, on ne peut pas dire que c'est une voie qui est impraticable. Moi, je vais là-bas tous les jours. Voilà, c'est que vous êtes venu ici il y a trop longtemps. Non. La voie de Taboitien jusqu'à Broukro, c'est l'une des voies les plus mieux traitées de toute la commune de Tia Salé. J'ai fait construire un collège là-bas, à Taboitien, un collège que j'ai pu obtenir avec des amis, que j'ai fait construire, que j'ai offert à l'État de Côte d'Ivoire en don. Vous voyez, à Taboitien, les enfants marchaient de Taboitien jusqu'à Tia Salé pendant 40 ans. Et j'ai fait construire aujourd'hui à Taboitien un collège. Moi-même, j'ai marché de Taboitien. Mais voilà, aujourd'hui, Taboitien un collège. C'est pas le gouvernement qui l'a construit, c'est moi qui l'ai fait construire par mes amis, par lobbying. Et j'ai fait don de ce collège-là à l'État de Côte d'Ivoire. J'aurais pu faire de ce collège un collège privé, comme tout le monde le fait. Okay. Mais moi, j'ai obtenu le financement avec mes amis. J'ai fait construire le collège et j'ai remis le collège en don à l'État de Côte d'Ivoire. J'aurais pu l'exploiter pour avoir 100 millions par an, mais j'ai fait don. Donc, ce collège-là est là-bas. Et donc, la voie de Taboitien est une voie qui est extrêmement traitée. Et elle n'est jamais abandonnée. La SCB, ça je peux témoigner, la SCB ne laisse jamais cette voie-là, parce que ces gros camions passent dessus, et c'est une voie qui est totalement traitée chaque année. Voilà, cher ami. Merci. Ok, monsieur Chara, il y a longtemps que tu n'es pas en Côte d'Ivoire, ça fait 3 ans, donc je peux comprendre. Ok, mais normalement, la voie doit être bitumée, parce que ça fait plusieurs années que... Mais la voie bitumée, c'est pas la mairie. Les mairies ne bitument pas les voies. Grâce à l'État de Côte d'Ivoire, tu bitumes les voies. Ok, il y a plusieurs personnes dont la question est déjà finie. L'honorable a répondu à vos questions. Ne cherchez pas encore des failles quelque part parce que il faut reconnaître ce qui est. Bon, monsieur Yes. Monsieur Yes, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Chef de village, je vais aller par principe de vos questions. 2 questions à poser, mais je pose la première et j'attends mon tour pour la deuxième la prochaine fois. Ok, maintenant, merci beaucoup. Allez-y. Monsieur l'honorable, s'il vous plaît. Voilà. Il y a un fait qui m'intrigue.
Et chaque fois quand je vais en Afrique, je dis ça aux gens qui sont plus âgés que moi, qui en ont les moyens, et ceux que je sais qui sont cinquantenaires, qui sont dans l'ignorance. Alors, il se doit que déjà, en Europe, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Europe, l'Afrique, c'est pas l'Europe, mais le principe de santé, il est pareil pour tous et doit être d'un suivi. Depuis 50 ans, hein, la sécurité sociale, dès que vous avez vos 50 ans, souvent même à quelques mois de vos 50 ans, la sécurité sociale vous envoie un courrier. Vous vous rendez à la pharmacie et vous partez prendre un kit pour faire les tests du cancer du côlon. Et les tests du cancer du côlon, ça se fait comment? Il y a un kit que vous prenez à la pharmacie, vous faites la selle aux toilettes avec les kits et les ingrédients qui vont avec, et vous mettez dans les kits pour envoyer dans un laboratoire. Le laboratoire, il traite les kits pour voir s'il n'y a pas de sang dans les selles. Si jamais il voit le sang dans les selles, automatiquement, on vous envoie pour aller voir des médecins pour voir si vous n'avez pas le cancer du côlon. Mais combien de personnes qui sont cinquantenaires en Côte d'Ivoire là-bas, qui n'ont pas la chance un seul instant de faire ces tests de cancer de côlon? Pourtant, tous nos dirigeants qui sont en Côte d'Ivoire, quand ils viennent en Europe ici pour faire leur bilan de santé, je ne vais pas manquer de mots, je sais qu'ils ne peuvent pas faire le bilan de santé sans que les médecins en France ici ne leur disent de faire ça. Mais pourquoi ce n'est pas réciproque pour les personnes qui sont cinquantenaires en Côte d'Ivoire là-bas ou en Afrique? Et c'est même pas 50 ans seulement, même à 52 ans encore. Quand vous faites à 50 ans, 52 ans, ils vous envoient. Ça veut dire que chaque 2 ans, ils vous envoient ça, à partir de 50 ans. J'aimerais savoir, est-ce que le Parlement se soucie de ça pour nos frères, pour nos sœurs qui sont cinquantenaires là-bas? La santé n'a pas de prix, mais ça a un coût. Et combien sont de personnes qui meurent en Afrique là-bas par le fléau du cancer du côlon, dans l'ignorance et dans la négligence? J'aimerais savoir si ça c'est une préoccupation de nos élus à l'Assemblée nationale là-bas, ou bien si ils ne font pas passer le message aux tutelles de la santé ou au gouvernement pour que cela soit un fait réel pour tous les frères et les sœurs ivoiriens qui sont encore en vie, pour que ces tests-là soient bénéfiques à tous. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Votre préoccupation est importante, hein? Ça, je vous le garantis. Mais là, vous parlez du cas de la France. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas encore de système de sécurité sociale. C'est maintenant que nous sommes en phase de balbutiement avec la CMU, hein, la couverture maladie universelle. On est encore en phase de balbutiement. Et donc, c'est tout un processus qui a commencé maintenant avec le président Gbagbo, qui est poursuivi aujourd'hui avec le président Ouattara, et qui va être poursuivi avec d'autres présidents qui vont venir pour le renforcer, pour le redynamiser et pour le rendre encore plus viable. Donc, c'est tout un processus. Alors, vous demandez en même temps, est-ce que le Parlement s'en préoccupe? Mais là également, c'est deux mondes différents. Le Parlement en France est au service des Français. Les députés en France sont au service des Français. Ils portent les préoccupations de leurs électeurs. Ils portent les préoccupations des Français. Les députés en France peuvent être du parti de Macron, le président au pouvoir, et être contre des réformes du gouvernement. Cette façon de faire en France n'est pas possible en Côte d'Ivoire. Et si le Parlement est au service du parti au pouvoir, le Parlement n'est pas au service des populations. Tout ce qu'on vote au Parlement de Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale, à 100%, ce sont des projets de loi. Et il n'y a pas de proposition de loi qui passe. Moi qui vous parle, je suis un exemple concret. En 4 ans, j'ai proposé 6 lois. 6. Et ces lois-là, elles ne coûteront pas de l'argent à notre gouvernement si elles sont mises en application. Même quand elles vont coûter de l'argent, j'ai proposé la solution pour récupérer l'argent qu'on va perdre. Quand je prends la proposition de loi que j'ai faite sur les conservations de corps dans les morgues en Côte d'Ivoire, vous savez que j'ai réussi à faire réduire les coûts de conservation de corps en Côte d'Ivoire par la plus grande boîte de pompes funèbres, Livocep. J'ai fait réduire les coûts de 25 à 35% il y a 2 ans. Et dans cette même veine-là, je voulais faire supprimer la TVA sur les corps. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a une TVA sur les corps. Prenez dans tout l'espace de l'Union européenne, c'est une TVA qui est aménagée. Dans beaucoup de pays, elle n'existe même pas. Dans les pays où ça existe, c'est une TVA sociale. Elle est à 3% ou à 5%. En Côte d'Ivoire, c'est une TVA pleine. 18%. Quand vous déposez un corps à la morgue, en 2 semaines,
la facture va atteindre 1 million. Parce que les taxes qui sont grevées sur cette facture-là sont tellement telles que la famille même qui a perdu un parent se retrouve complètement endettée après les funérailles. Et donc, c'est un problème social. Et j'ai fait une proposition de loi pour que notre pays retire la TVA sur les ports. Ou bien même qu'elle la réduise à une TVA sociale de 5%. Si la décision est prise, eh bien, elle va coûter 3 milliards à l'État de Côte d'Ivoire, au caisse de l'État de Côte d'Ivoire. Mais les propositions de remplacement de ces 3 milliards que j'ai faites vont rapporter 10 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Mais cette loi-là, cette proposition de loi-là, elle n'a jamais été programmée jusqu'à la fin de notre mandat. J'ai fait d'autres propositions qui touchent à la vie directement des Ivoiriens. Elles n'ont pas été programmées. J'ai fait d'autres propositions qui touchent à la réforme des élus. Pour que les élus jouent leur rôle pour les Ivoiriens. Cette réforme n'a pas été prise en compte. Et donc, imaginez, des réformes même qui ne coûtent pas l'argent au pays, elles ne sont pas prises en compte. Imaginez s'il fait une proposition de réforme qui concerne la santé, où on va obliger l'État de Côte d'Ivoire à mettre en place un dispositif pour contrôler la santé des populations à partir de 50 ans, à partir de 60 ans. Ça ne passera pas. Donc, tout est une question de démocratie, de niveau de démocratie et de niveau de perception de ce à quoi sert le pouvoir d'État. Nous ne sommes pas à un bon niveau. Le peuple lui-même, majoritairement, ne comprend pas les enjeux. Et donc, ça fait que le pouvoir d'État, il sert à faire du folklore. Il sert à émerveiller le peuple sur certaines choses, mais les choses en profondeur ne sont pas prises en compte. Il y a de grandes réformes à faire. C'est tout un cycle que nous devons changer. C'est tout un ensemble de paradigmes que nous devons changer complètement. S'il y a une Côte d'Ivoire à réinventer, c'est à ce niveau-là que je trouve mon engagement politique. Donc, ce que vous dites est vrai. Mais nous n'en sommes pas à ce niveau-là. D'un point de vue même mental, psychologique, on n'est même pas à ce niveau pour qu'on demande des comptes à nos dirigeants. Voilà. Et donc, c'est des choses qui vont venir, peut-être avec la fin de ce cycle-là, qui a commencé en 93, 90, avec de nouveaux Ivoiriens, de nouveaux dirigeants qui vont venir. Le président va appeler des nouveaux Ivoiriens à venir. Eh bien, peut-être c'est ces nouveaux Ivoiriens-là, qui dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vont faire ces réformes-là pour que les Ivoiriens se sentent concernés par le gouvernement de leur pays, se sentent protégés socialement et vivent mieux. C'est des choses qui vont venir peut-être demain. Voilà, merci beaucoup. Merci bien, l'honorable. Voilà. Ok. Monsieur Yes, restez. De toute façon, restez en bas. J'ai fait monter d'autres personnes pour. Quand j'ai fait le tour, je vais vous prendre encore pour la deuxième question. Parce qu'il y a du monde en bas. Donc, Monsieur César, de toute façon, Monsieur César, ça sera aussi pareil. Monsieur Yao, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Yao, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. J'arrive. Je suis là. Ok. Voilà. Concernant la préoccupation de M. Yes. J'arrive, chef de village, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous attend, honorable, on vous entend. Voilà. Il voulait parler? Président, on vous entend plus. Concernant, moi, j'ai déjà posé ma préoccupation, mais concernant la préoccupation de M. Yes, Attends. vous Non, voyez... Attendez, vous m'entendez? Oui, on vous attend, honorable, on vous attend. Oui, je voudrais répondre à une question de quelqu'un qui en bas, qui s'est fait appeler Sissé Congo. Il dit donc dans ce pays, tout le monde se trompe, sauf le héros Assalé Timoko, beau parleur. Bon, monsieur Sissé Congo, je ne sais pas si vous méritez ce nom-là, mais je vais vous répondre pour vous dire ceci. Vous, dans votre névrose, vous pensez que le pouvoir d'État, là, ça appartient à une ethnie. Et qu'un gouvernement ne peut pas se tromper. Vous pensez dans votre névrose que le pouvoir d'État, ça appartient à une région. Et que tous ceux qui se lèvent en contradiction contre ce pouvoir-là sont les ennemis de ce pouvoir-là. Un président peut se tromper. Tout un gouvernement peut se tromper. Parce que ce sont des hommes. Ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas des gens infaillibles. Quand on fait une proposition de loi qui concerne la conservation du corps, où on dit dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, il faut faire en sorte que les deuils qui sont du domaine du social ne coûtent pas cher aux Ivoiriens. En quoi est-ce qu'on est héros quand on fait cela? Ça relève du normal. Et donc, vous pensez que le pouvoir là, il est ad vitam aeternam pour un clan. Et tous ceux donc qui se lèvent en contradiction contre ce pouvoir, vous devez venir les combattre.
Ce n'est pas une affaire de héros. Je suis ivoirien, je suis un citoyen, je suis un élu. La constitution de Côte d'Ivoire dit mon rôle là, c'est de défendre les Ivoiriens. Et je défends les Ivoiriens. Les gens que je défends aujourd'hui dans le foncier là, beaucoup sont RDR. Ils sont du Nord. Mais ils sont victimes d'expropriation de terres à Abidjan. Moi, je les défends. Vos cadres là, qui sont au pouvoir là, ils ne les ont pas défendus. Il n'y a pas un seul qui les a secourus pendant 10 ans. Donc arrêtez pour vous là un peu. Allons-y, chef de village. Ok. Bon, Maman Fatou, ouvre votre micro. Maman Fatou, ouvre votre micro d'abord. Et voici l'honorable qui est là. Eh, aujourd'hui, là, je suis béni. L'honorable, bonjour à vous. Bonjour, madame. Voilà. J'ai commencé à vous suivre depuis sur NCI et puis après l'affaire de data et autres et consorts. Vraiment, on vous remercie. Moi, je ne sais pas pourquoi vous répondez à ces fainéants-là, à ces virus-là, qu'ils ont détruit eux-mêmes les familles. Ceux-là, vous ne devrez même pas les répondre. Parce que quelqu'un qui ne sait pas faire du bien, quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien, ne peut pas savoir le bienfait des biens, ne peut pas reconnaître le mérite des autres. Il ne peut pas. Voyez ceux qui n'ont pas pu faire, et puis vous arrivez à faire, et tant que la seule, ça dit que pas d'accompagnement, rien. Vous êtes le seul député à faire tout ce que les députés doivent faire. Vous représentez tous les députés de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui sont incarnés en vous. Ça leur fait mal. Donc laissez-les avec leur mal. Parce qu'ils vont mourir avec ce mal-là. Ils sont tellement diaboliques, c'est les venins qui vont les tuer. Nous, on est pour vous jusqu'à l'Ascaras. On est pour vous jusqu'à... Surtout à faire le Comé Bakary la même, là. C'est-à-dire, moi, je vais me déplacer pour aller à Tchassali, pour aller vous dire merci. Je suis à Yamsoukro, mais je vais me déplacer pour aller à Tchassali, pour aller vous dire merci. Parce que les lames que vous avez séchées, vous ne savez pas. Nous autres, on n'a pas de terrain, hein. Mais à faire de travail, Madame Traoré là, on a pleuré à cause de ça. Tellement ça fait mal à cause de ce Comé Bakary là. Donc vraiment, monsieur Atchali Tchomoko, nous on vous dit merci. Merci aujourd'hui, merci demain. Vraiment. Mais j'ai une question pour vous poser. Ce Comé Bakary là, avec tous les preuves que vous avez fournis, tous les travaux acharnés, avec tous ces papiers, pourquoi jusqu'à présent, il est en train de pavaner dans la ville d'Abidjan? On lui a interdit de ne pas sortir hors de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il est juste, actuellement, il est libre? Lui, il est libre. Maintenant, les enseignants qui sont en train de manifester leurs causes nobles, on prend les leaders, on les met en prison. Mais celui qui doit être mettre en prison, lui n'est pas mis en prison. Mais la justice de la Côte d'Ivoire, là, c'est encore des il a dit, affaire de la crédibilité, là, les Ivoiriens ne croient plus. Parce que il y a justice des pauvres, il y a justice des grands, il y a justice des riches, il y a justice des bas. Donc, ce qu'on va attendre, ce que vous allez nous dire là, nous là, la population lambda là, vous êtes notre justice maintenant, hein. C'est vous, nous on croit maintenant. Parce que la justice, ce qu'ils vont dire là, ça n'a rien à voir avec la vérité. Ce que vous dites là, c'est ça, nous on va croire. Parce que vous parlez avec les preuves à l'appui. Tellement les Ivoiriens sont fiers de vous aujourd'hui. À cause de vous aujourd'hui, on dit que oui, il aura une justice en Côte d'Ivoire. Je dis bien, il aura. Je n'ai pas dit, il y a une justice, j'ai dit, il aura une justice en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un coup de téléchargement. Grâce à Dieu, grâce à vous. Donc, affaire de Comé Bakary là, il sera mis aux arrêts, ou bien on fait comment? C'est ça, moi, j'attends. D'accord. Ok. D'accord, Fatoumata. D'accord, madame Fatoumata. Merci pour votre question. Alors, avant de répondre à votre question, je vais vous donner un exemple. Hein. Ouais, j'en ai parlé dans ma première prise de parole, mais comme je n'étais pas en ligne, on n'a pas entendu. Il y a une dame, Madame Touré. Elle vit en France. Et puis en 2016, elle avait payé un terrain avant ça, avant 2016. Et puis en 2016, elle découvre que son terrain a été revendu par un faussaire, par quelqu'un. Et le terrain a été revendu à qui? Le terrain a été revendu à la haute autorité de la bonne gouvernance. Haute autorité de la bonne gouvernance. Une institution de la Côte d'Ivoire. Mais celui qui a vendu le terrain à la haute autorité de la bonne gouvernance, c'est un faussaire. A dit qu'il a utilisé la quarantaine de la dame, il a fait de faux papiers, il a fait de faux actes notariés avec un notaire complice et ils ont vendu le terrain à la haute autorité de la bonne gouvernance. Le terrain vaut des milliards. Hein. Et quand la dame est revenue pour faire ses papiers, elle découvre que son terrain a été vendu. Et elle vérifie un peu et découvre que le terrain a été vendu à la haute autorité de la bonne gouvernance.
Et elle a pris peur. Les gens lui ont dit, ah, Madame Touré, rentrez chez vous, rentrez à Paris, laissez tomber. C'est la haute autorité là-bas, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pouvez pas agir, c'est pas la peine. Et puis, quelqu'un lui a dit, ce quelqu'un-là, tenez-vous bien, c'est un magistrat, qui lui a dit, il faut aller voir Saleh Timoko. Et la dame est venue me voir à l'éléphant déchaîné en 2016. Et elle a expliqué son problème. Elle a dit, c'est pas la peine, elle va laisser tomber. On lui a dit, non, vous ne laissez pas tomber votre affaire, vous avez payé votre argent, vous avez dépensé l'argent, vous avez travaillé par votre argent. Il n'est pas normal que la haute autorité de la bonne gouvernance se mette dans cette affaire-là. S'il y a eu du faux, nous on va découvrir le faux. Et nous avons fait l'enquête. L'enquête a pris 1 an. Et nous avons retracé toute l'historique de ce terrain-là. Et nous avons découvert le faux. Même l'acte de tari était faux. Mais cette enquête nous a coûté de l'argent. Hein. On n'a pas demandé 1 rond à Mme Touré. On a fini l'enquête, on a eu tous les documents. Et on a remis toute la documentation à Mme Touré. Et c'est avec ça qu'elle allait maintenant en justice. L'affaire a duré 2016-2025, ça fait maintenant 9 ans. En janvier dernier, la Cour de cassation a tranché en dernier ressort. Mme Touré a récupéré son terrain entre les mains de la haute autorité de la bonne gouvernance. Voilà un exemple concret de ce que je fais pour la Côte d'Ivoire. Mme Touré a récupéré son terrain. Ce terrain, on dit, vaut près de 3 milliards. Elle a retrouvé son terrain. Si on l'avait découragé, si on ne s'est pas mis à ses côtés, pour mener l'enquête, elle aurait renoncé à son terrain et les gens se seraient accaparés ce terrain. Aujourd'hui, elle a retrouvé son terrain. Elle est revenue de France, elle est venue nous voir. On était tellement heureux pour elle. Et moi, ma satisfaction morale, c'est d'avoir mené un combat qui a permis à cette dame-là de récupérer son terrain entre les mains de la haute autorité de la bonne gouvernance. Donc, le cas Komé Bakary, là, son tour viendra. Aujourd'hui, les gens ont politisé l'affaire, en fait. La seule raison pour laquelle on n'arrête pas Komé Bakary, c'est que les gens se disent, on est en 2025, année électorale, à Saleh Timoko, il est bizarre, peut-être qu'il va être candidat. Si on arrête Komé Bakary, ça veut dire qu'il a gagné, les Ivoiriens vont lui faire trop confiance. Voilà comment les gens raisonnent. C'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles Komé Bakary est encore en liberté. Si on l'arrête, Saleh aura triomphé. Et si on l'arrête, beaucoup de personnes vont tomber. Et Saleh va trop gagner. Voilà comment les gens raisonnent. Sinon, entre nous, chers Ivoiriens, le document avec lequel Komé Bakary a pris 272 lots à des familles. Je vous dis, il y a une famille à Djorgobité. Elle a 22 hectares derrière le chute de Angré. Elle a 22 hectares derrière le chute de Angré. Mais dans cette affaire de Komé Bakary, la famille en question n'a pas reçu un seul lot. Je dis bien, elle n'a pas reçu un seul lot. Tous les lots sur les 22 hectares ont été bradés, ont été vendus par des voyous. Aujourd'hui même, si vous allez dans cette famille-là, vous leur demandez 1000 francs, vous ne pouvez pas avoir 1000 francs avec eux. C'est moi qui suis en train de me battre aujourd'hui pour cette famille-là. Vous voyez, Madame Touré Hélène, la dame dont le terrain dont la maison a été rasée à Angré, Pétro-Ivoire. La maison a été rasée avec un faux document. Ce faux document-là, aujourd'hui, on l'a prouvé. C'est-à-dire que Komé Bakary a utilisé de faux documents pour avoir une décision de justice avec laquelle il est parti raser la maison de Madame Touré. Madame Touré, là, elle a passé 48 heures devant la résidence d'un ministre du RADP. Je dis bien 48 heures, il n'a pas reçu. Rien même que pour écouter la dame, pour voir de quoi elle parle. Elle a passé 48 heures devant la maison du ministre, il n'a pas reçu. Depuis 2016, personne n'a reçu Mme Touré. Aucun ministre, aucun haut cadre, aucun cadre du ministère de la Constitution ne l'a reçu. Alors qu'elle a raison. Alors que Komé a fait du faux. Vous vous rendez compte, dans un pays où on vit là, comment les gens sont dans la détresse et puis les autorités ne les écoutent même pas. Une seconde. De 2016 à 2025, ça fait 9 ans que la dame n'a pas été reçue une seule fois par une seule autorité. Jusqu'à ce que son affaire arrive sur les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, je m'en mêle. Et donc,
Aujourd'hui, on a la preuve que c'est avec du faux que Kome a rasé son terrain. Et nous avons repris la procédure. Kome va être jugé devant le tribunal correctionnel pour ce faux-là. Ça viendra. Notre justice ne peut pas faire autrement. Les faits sont matériels. Le faux est prouvé. La gendarmerie de Côte d'Ivoire, en 2012, avait déjà dit que c'était un faux. Mais personne ne les a écoutés. Il a même obtenu un non-lieu. Mais aujourd'hui, tous les éléments sont réunis. Madame Touré, je peux vous garantir, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Elle va récupérer son terrain et elle sera dédommagée. Parce que la justice ne peut pas faire autrement que de lui donner raison. Première chose. Sur le cas de Drogobité avec Madame Traoré, mais le document avec lequel Kome a pris le terrain des gens est un faux. C'est une procuration spéciale, soi-disant établie devant le tribunal d'Abidjan, avec laquelle il a exproprié les gens. Il parle de 272 lots. Aujourd'hui, un lot de 500 mètres carrés dans la zone du Sud-Angré, avec ACD, ça coûte 150 millions. Un lot de 500 mètres carrés avec ACD dans la zone de Angré, CHU, ça coûte 150 millions. Imaginez 272 lots. Combien de milliards les gens peuvent se faire avec ça? Donc, le document avec lequel il a fait ce faux-là, la procuration spéciale, tenez-vous bien, elle a prospéré pendant 9 ans. Pendant 9 ans, ce document-là a prospéré devant la justice, a prospéré devant le ministère de la Construction, a prospéré devant les policiers, a prospéré devant les notaires. Ça veut dire que personne, aucun fonctionnaire, aucune autorité, aucun greffier, personne pendant 9 ans n'a pris 2 minutes pour regarder le document en question pour savoir si c'est faux ou c'est vrai. Pendant 9 ans. Mais est-ce que vous vous rendez compte un peu dans quel pays on vit en fait? Ça veut dire que pendant 9 ans, un faux document a permis de créer des titres de propriété, des ACD. Un faux document. Il a fallu que l'affaire éclate, que moi je rencontre la famille en question qui a perdu tous ses terrains, pour qu'on ait connaissance du document avec lequel Kome a pris le terrain. La procuration spéciale. J'ai demandé à la famille, mais pourquoi depuis 9 ans, vous n'avez pas réagi? Il dit, mais quand on poursuit Kome, on est menacé. C'est la police qui nous menace. Et donc on a eu peur. Des gens sont en prison à cause de ce document-là. Parce que la famille a vendu des terrains à des gens, et puis ils voient que Kome a un ACD sur le terrain. Et donc les gens se retournent contre la famille, on met les membres en prison. Donc tout le monde est terrorisé. Et pendant 9 ans, personne n'a parlé. En février, j'ai demandé à la famille, est-ce que vous avez un avocat? Il dit, on n'a pas les moyens de prendre un avocat. Ce document-là, ça vous avez signé. Ils disent, nous, on n'a jamais signé ce document. On l'a découvert maintenant. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris un avocat à qui j'ai versé 1 million de ma poche. J'ai pris un commissaire de justice dont j'ai payé les honoraires. Pour faire quoi? Pour aller au tribunal d'Abidjan, pour aller faire une requête auprès de madame la présidente du tribunal, madame Fatoumata Touré, pour qu'elle nous donne une ordonnance de compulsoire, pour que nous allions interroger les documents des archives du tribunal d'Abidjan, pour voir si le document est authentique. Et j'ai pris l'avocat a fait la requête. Il a dit, bien, j'ai payé 1 million de ma propre poche. Je n'ai pas demandé 1 rond à la famille. D'abord, elle n'a pas 1 rond, cette famille-là. Elle n'a pas 5 francs. Et j'ai pris l'avocat, il a fait la requête. Et madame la présidente du tribunal du plateau a signé l'ordonnance, nous autorisant à aller fouiller dans les guides, dans les registres du ministère, pardon, du tribunal d'Abidjan. Et on a commis un commissaire de justice qui allait notifier l'ordonnance au greffier en chef du tribunal d'Abidjan. Et le tribunal nous a donné une date pour venir compulser. Et la date est arrivée et nous sommes allés compulser par un commissaire de justice. On a pris les registres de 2016 à 2021, à 2022, 2023, 2024. On n'a pas retrouvé la fameuse procuration dont Kome s'est prévalu pour prendre le terrain des gens. Le numéro est faux, le document est faux, aucun greffier ne l'a signé, aucun juge ne l'a signé. Le juge dont le nom est sur le document en question, le juge en question, il est aujourd'hui le conseiller du ministre de la Justice. Nous sommes allés interroger au ministère de la Justice là-bas. Le juge a dit,
la signature sur le document est sa signature imitée. Quand il était au tribunal, il n'a jamais signé de procuration. Donc, le document est faux. Il est définitivement faux. Mais ce document-là a permis pendant 9 ans à Kome Bakari d'exproprier des dizaines de familles de toutes les terres, de gagner des procès. Et j'ai offert maintenant les moyens à la famille. Je leur ai mis à disposition un avocat pour porter maintenant plainte. C'est quand la famille a porté plainte avec le document que j'ai obtenu du tribunal, qui est la preuve qu'il y a le faux, que maintenant, on a décidé de mettre Kome Bakari sous surveillance policière pour ne pas qu'il sorte du pays. C'est le travail que j'ai fait là qui a abouti à ça. Sinon, il n'y avait aucun document qui prouvait que Kome avait fait du faux. Mais quelqu'un qui a fait du faux, il a du faux, qui est matériel, on doit l'arrêter immédiatement. Mais il est en liberté. On le convoque à la police, il vient, on lui pose une question, il n'est pas content, il se lève, il s'en va. On l'envoie à la préfecture, on l'interroge, il n'est pas content, il s'en va. Il se promène partout. Et personne n'ose dire, mettez-le aux arrêts. Ne serait-ce même que pour nécessité d'enquête. Donc, Madame Fatoumata, n'ayez crainte. En Côte d'Ivoire, le faux ne peut pas créer de droit. Si quelqu'un a vendu votre terrain avec du faux, et que le faux est découvert, tôt ou tard, la justice va trancher. Donc, Madame Touré Hélène, Madame Traoré Assetou, l'imam Sissé, toutes les 28 autres victimes vont récupérer leur terrain. Ce n'est même pas possible autrement. Aujourd'hui, pour des questions politiciennes, les gens peuvent se taire. Ils peuvent fermer les yeux, faire comme s'ils ne voient rien. Le politicien peut fermer ses yeux. Mais un jour viendra où d'autres vont venir, vont mettre de l'ordre. Donc, le plus dur, c'était de prouver qu'il y avait eu du faux. Nous l'avons déjà fait. Tout le reste n'est qu'une question de temps. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis les avocats à la disposition des familles. Et ils sont en train de faire les procédures au pénal. Je dis bien au pénal. Et ces procédures au pénal vont aboutir. Parce que, comme est jugé, ne peut pas être déclaré innocent. Les preuves sont là, matérielles. Si on dit, on a pris son passeport. Il ne peut pas sortir du pays, on a pris son passeport. Il est sous quelque sorte de contrôle judiciaire, quelque sorte. Mais, ne vous en faites pas. J'ai dit aux familles, vous avez attendu 14 ans. C'est pas 6 mois de plus, ou bien 1 an de plus, qui va vous faire mourir. Restez serein, continuez à prier. Le plus dur est fait, on a démontré que tout est faux. Et comme tout est faux, les gens vont récupérer leur terrain. Donc, Madame Fatoumata, soyez sereine. Hein? Nous, on a fait notre travail de députés, de journalistes et de citoyens ivoiriens. Aujourd'hui, les gens sont heureux. J'ai reçu 30 personnes le mercredi dernier à mon cabinet, à Abidjan. 30 personnes que j'ai écoutées de 9h à 1h du matin. 30 nouvelles victimes. Et tenez-vous bien, il y a des magistrats parmi les victimes. Il y a des commissaires de justice parmi les victimes. Il y a des directeurs de cabinet parmi les victimes. Et tous ces victimes-là, aujourd'hui, préfèrent aller voir Assalé Temoko que de faire des procédures judiciaires. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de découvrir comment les gens ont pris leur terrain. Il faut des enquêtes. Et nous faisons des enquêtes là pour eux. On ne leur demande pas un rond. Depuis que cette affaire a commencé, depuis février, je me suis engagé. Je suis à 6 millions de dépenses. Je n'ai pas demandé 5 francs à qui que ce soit. Je le fais avec mon propre argent. Donc, ce n'est pas pour chercher un poste politique. J'ai dit un poste politique, je suis député. Il n'y a rien de plus grand que député. Quand on est élu. C'est une fonction essentielle dans un pays. Voilà. Je prends ce poste de député là pour défendre même des magistrats qui sont victimes de faux. Vous comprenez ça? Et donc, Madame Fatoumata, ne vous en faites pas. Les victimes vont récupérer leur terrain. Comme ils peuvent se promener, ils peuvent être protégés. Les grands types sont trempés dans le faux. Parce que, vous voyez, la mafia là, comment elle fonctionne? Elle fonctionne par compromission. C'est-à-dire qu'un commissaire doit interroger Comé. Les gens partent derrière, on donne 3 lots au commissaire. On te donne 3 lots. 3 lots, ça fait 150 millions. 150 millions par 3, multiplié par 3, ça fait 450 millions. Et ils ne sont pas nombreux, les Ivoiriens peuvent résister à 450 millions. Donc, on compromet le commissaire. Un notaire va faire une enquête, on compromet le notaire. Un haut cadre au ministère de la Construction doit faire une enquête, on compromet le haut cadre. Il a déjà pris un terrain, on le tient. Celui-là a déjà pris un terrain, on le tient. Tel ministre a pris un terrain, on le tient. Comment voulez-vous que cela puisse parler? On le tient. La mafia compromet les élites.
Elle compromet ceux qui ont le pouvoir de décider. Et quand l'affaire éclate, rien ne bouge parce que tout le monde a peur. Donc, les hauts cadres compromis protègent le faussaire. Parce que si le faussaire tombe, eux tous y tombent. Voilà comment la mafia est dangereuse. Vous savez qu'ils sont venus dans mon cabinet pour me proposer de l'argent, proposer de terrain. Ils me disent, tout ce qu'on veut à Saleh Temoko, c'est que tu te retires du dossier. C'est tout ce qu'ils me demandent. Hein. Retire-toi du dossier, on te donne 5 ou 6 terrains, ça fait au moins 1 milliard, on te donne de l'argent, on va financer ta campagne. Donc, retire-toi. Je leur ai dit, pas question. Je n'ai pas à me retirer du dossier. Je vais continuer à me battre pour les Ivoiriens, au péril même de ma vie, mais je ne vais pas me retirer de ce dossier-là pour que vous continuez à faire du mal aux Ivoiriens. Aujourd'hui, j'ai 437 dossiers de victimes à main. 437 dossiers de victimes. Ce n'est pas une petite affaire. Hein? Derrière chaque victime, il y a au moins 5 personnes. Multiplié par 437, on est au-delà de combien de milliers de personnes? C'est des milliers d'Ivoiriens qui sont victimes de cette affaire. Donc moi, ce que je fais, c'est d'utiliser ma formation d'investigateur pour faire de l'enquête, prendre des avocats pour faire des compulsoires. Quand on a les éléments, on les met à la disposition des familles pour aller porter plainte. Donc aujourd'hui là, Dame Touré Hélène, elle a tous les éléments pour gagner. Elle ne peut pas perdre. Comme elle ne peut pas gagner le procès, le faux est découvert. Dame Traoré a tout. Elle ne peut pas perdre. Le faux est découvert. Monsieur l'imam Sissé, il ne peut pas perdre. Le faux est découvert. Les familles de Djorobité, elles ne peuvent plus perdre le procès parce que le faux est découvert. Donc, c'est une question de temps. Le ministre de la Justice a dit que la justice n'agit pas dans l'émotion. Et je suis d'accord. Mais le procureur, son rôle, c'est d'agir dans l'émotion. C'est quand le peuple est ému que le procureur doit intervenir. C'est son rôle, ça. C'est le juge qui travaille dans la sérénité. Le procureur, lui, il agit sous l'émotion. Il est là pour voir si le peuple pleure, si le peuple est troublé. Et il doit protéger la sauter. Donc, moi, j'ai toujours appelé le procureur à agir pour que Comé rende des comptes. Mais il rendra compte. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Son faux est découvert. Et il ne peut pas fabriquer notre faux. C'est terminé. Et donc, on va aller au procès. Et ces procès seront gagnés par les victimes. Et elles récupéreront leur terrain. Et aujourd'hui, elles sont 28. Mais il y a 447 victimes qui viennent d'arriver. Elles aussi, on est en train d'enquêter. Et chaque jour, on découvre des choses qui sont tellement graves. Tu démontres combien de fois notre administration est corrompue. Combien de fois nos fonctionnaires, pour certains, sont corrompus. Et tu brises des vies, détruis des vies d'Ivoiriens dans l'inconscience la plus totale. Donc, voilà ma réponse, Madame Touré. Madame Fatimata, pardon. Les victimes retrouveront leur terrain. Merci. Ok. J'espère que maman a posé. Attends. Allô, Moi, Oui, chef du village. je vais lui poser. Non, Jésus, fermez le micro, s'il vous plaît. C'est pas hors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, fermez le micro, s'il vous plaît. Ouais, monsieur César, vous dites? Oui, je voulais poser en fait une question dans le même sens au président. Il y a eu un individu du nom de Saïd Penda qui voulait discréditer le président. Je voulais savoir, président, qu'en est-il de lui, son dossier? Ok, on écoute. Ben écoutez, une plainte a été formulée. Elle va être enrôlée demain devant le parquet d'Abidjan. Et au plus tard le 18 il y aura un procès contre ce monsieur Saïd Penda qui a déclaré qu'il a fait authentifier la procuration spéciale de Kobe Bakari et à partir de laquelle il a passé tout son temps à me diffamer, à m'insulter et à tenter de me discréditer. Aujourd'hui, on a preuve que Saïd Penda, il m'a insulté à tort, il m'a diffamé à tort, et qu'il y a des lois qui punissent cela, et on va se retrouver. Allô? Allô? Les gars, tapotez, je pense que le direct est attaqué. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Vous êtes... Tapotez, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit conscientisé. On veut voir la vérité. L'honorable là, il va nous éclaircir sur beaucoup de choses. Voilà pourquoi je dis,
une question, les questions qui vous préoccupent là, vous la posez et puis chacun est éclairé dans l'ensemble. Allons-y, l'honorable. Vous m'entendez? Oui, oui, Président, on on vous vous entend attend. maintenant. D'accord, donc j'ai répondu par rapport à Saïd Penda. Il aura un procès. Il va nous apporter la preuve qu'il a authentifié le document avec lequel il m'a insulté pendant 3 semaines. Voilà. Ok, merci, honorable. On va prendre monsieur Flavio. Ouvrez le micro pour la question, s'il vous plaît. Alors, bonjour, monsieur l'honorable. Alors, moi, j'ai une question plutôt politique à vous poser. Alors, quand on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, on se rend compte que Houphouët-Boigny est mort au pouvoir, Henri Konan Bédié est mort en tant que président du PDCI, là, Gbagbo, 83 ans, Alassane Ouattara, 83 ans. Gbagbo, 80 ans, Alassane Ouattara, 83 ans. Alors, que pensez-vous de cette proportion gérontocratique à la tête de notre nation? Pourquoi est-ce que nos leaders, aussi âgés, refusent de quitter la scène politique? Qu'est-ce qui, selon vous, l'explique? Et le corollaire de ça, c'est de savoir une question concernant les cérémonies d'hommage au président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des pratiques que vous allez perdurer si vous avez la possibilité un jour d'être à la tête de la nation? Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? On vous attend, on vous attend. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, on vous attend parfaitement. D'accord, ok. Alors, cher ami Flavio, alors, d'accord, sur la question des présidents qui meurent au pouvoir, je pense que c'est un mal de notre Afrique. Il faut noter d'ailleurs que le président Gbagbo, en 2000, avait dit que quand on a 75 ans, on ne peut plus être candidat ou diriger un pays. Notez que même le président Bédié aussi avait dit ça aussi, qu'au-delà d'un certain âge, on ne peut pas être candidat. Le président Ouattara, en 2020, il a dit ça encore, les vidéos sont là. Il a dit que après 80 ans, franchement, un homme ne peut plus diriger un pays. Ça, c'est le président Ouattara qui l'a dit. Les vidéos sont là. Donc, nos trois derniers dirigeants ont tous dit qu'au-delà de 75 ans, un homme n'est plus suffisamment disponible pour diriger un pays. Mais la preuve est là qu'au-delà de 80 ans, le président Gbagbo, il dit qu'il est bon pour le service, il va être candidat. Le président Ouattara a 83 ans maintenant, il est toujours président, peut-être qu'il sera candidat, je n'en sais rien, on verra bien. Mais ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez, moi je considère que quand on prend un pouvoir, on doit travailler à ce qu'il y ait une relève préparée pour gérer le pays après. Moi je suis maire de Tiasalé. J'ai 49 ans en 2025. Et j'ai déjà informé ma population que à la fin de ce mandat dans lequel je suis à la mairie, ce deuxième mandat-là, je ne me présenterai plus à la tête de la mairie de Tiasalé. Vous pouvez imaginer combien de fois cela choque les populations ici. Hein? Voilà. Les chefs de délégation peuvent venir me voir pour dire non, et revient sur ta décision. Il a dit non, pas question. Depuis 2016, je suis avec des jeunes gens que j'ai formés. Il y en a qui sont conseillers municipaux, d'autres sont députés suppléants, d'autres sont agents au maire. Depuis 2018, on dirige la mairie ensemble. Il n'y a rien que je puisse faire que eux ne puissent pas faire. J'ai passé 10 ans à la tête de la mairie. Ce que je peux apporter en tant que maire, en 10 ans, je vais l'apporter. Au-delà de cela, on tombe dans la routine et je n'ai plus de motivation. Il me faut un autre challenge. Donc, en 2028, je ne me représente plus à la tête de la mairie de Tiasalé. Ça, c'est clair, c'est net. Mon successeur est déjà là. Ils sont plus 3, ils sont déjà là. C'est eux qui vont diriger la mairie. Déjà, ils sont déjà les présenter à la population. Toute la ville est déjà préparée à ça. J'ai fait des tournées dans les villages pour leur dire, c'est fini. Moi, je suis pas, voilà ceux qui vont me diriger la ville. J'ai déjà commencé à les présenter à ma commune. La population psychologiquement est déjà préparée à ça. Et donc, après un mandat à la tête d'un pays, après un deuxième mandat, ouais, lisez un peu l'histoire des États-Unis. C'est en fonction du comportement des dirigeants que la démocratie s'enracine. Le président Ouattara a 83 ans, peut-être va-t-il être candidat pour finir un mandat s'il est réélu à 88 ans. Si M. Babou est candidat aussi, que ça passe, il va finir un mandat à 86 ans. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire et qu'il faut, à des moments précis, laisser monter d'autres générations
pour qu'elle aussi commence à gérer le pays. Donc, je suis franchement contre cela. Pour ce qui concerne les hommages au chef de l'État, je pense qu'ils ne sont pas utiles. C'est beaucoup d'argent qui est dépensé. Le président, il a été élu pour faire un travail. C'est pour faire ce travail que le peuple lui a donné sa confiance. S'il a accompli ce travail-là, la reconnaissance du peuple, c'est le jour du vote. Le peuple va dans les urnes pour lui dire, on t'a confié un travail, tu l'as bien fait, on t'accorde un second mandat. Voilà où se trouve l'hommage du peuple. Mais dépenser des milliards pour faire des cérémonies dans toutes les régions. J'ai dit, mais c'est des milliards. Moi, je suis allé à une de ces cérémonies-là, dans une région que je n'ai pas nommée, à l'invitation d'un ami qui est dans la ville, qui était là-bas, qui voulait qu'il vienne voir. Je suis allé voir et j'ai été choqué par l'immensité des dépenses qui ont été accomplies. C'est près de 1 milliard qui a été dépensé pour faire cet hommage-là. Moi, j'estime que c'est totalement inutile, qu'on n'a pas besoin de ça. Que le président n'a pas besoin de ça. Voilà mon opinion dessus. Et si demain, d'ailleurs, ça est un exemple. Il n'y a pas d'hommage au maire ici. Hein. Ce que le peuple fait là, ce que je lui ai montré là, c'est tous les 6 mois de venir m'interroger. J'ai créé ce qu'on appelle les journées de redevabilité. Depuis 6 ans que je suis maire, chaque 6 mois, la population de Tia-Salé a droit à 4 heures de questions à leur maire. Et donc, je m'assois devant elle, et pendant 4 heures, le peuple de Tia-Salé, sans intermédiaire, sans protocole, doit interroger son maire, doit demander des comptes, des dépenses qu'on a effectuées, les factures, on leur met tout ça à disposition. C'est ça l'hommage que moi, je rends à mon peuple. Donc, je n'ai pas besoin qu'on fasse des cérémonies pour dire le maire travaille bien, le maire... Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Bien au contraire, c'est moi qui fais des cérémonies pour dire merci au peuple de Tia-Salé en mettant des projets en place. Donc, si demain, par la grâce de Dieu, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on arrive à être au pouvoir d'État, et il n'y aura pas de cérémonie d'hommage au président de la République. Ça n'existera pas. Nous-mêmes, là, dans notre projet, on a mis ce qu'on appelle la gouvernance rationnelle. Ça, c'est le programme de la DCI, ça. La gouvernance rationnelle. La gouvernance rationnelle ne s'embarrasse pas de dépenses inutiles. Prenez notre projet de société, on dit il n'y aura plus de Sénat. Nous allons mettre fin à ça. Parce que la Côte d'Ivoire a fonctionné pendant 60 ans avec un parlement qui a fait son travail. Donc, nous, le Sénat, c'est une institution superfétatoire. Elle doit être supprimée. Et nous allons la supprimer. Le Conseil économique et social n'a plus son sens. Ils ne sont là que pour conseiller le chef de l'État en matière environnementale, en matière sociale, en matière économique. Le chef d'État a les plus grands conseillers économiques au palais présidentiel. Il y a un ministre de l'économie. Il y a des conseillers au ministère de l'économie. Il y a des conseillers économiques au ministère à la primature. Il y a un ministre de l'environnement. Donc, le Conseil économique et social, près de 400 personnes à qui on verse des milliards chaque année, nous allons supprimer cela. Ce n'est plus utile pour la Côte d'Ivoire. On va y mettre fin. Les ministres gouverneurs, c'est quelque chose d'absolument inutile. Ils n'apportent strictement rien au peuple de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, leur mission, c'est de superviser les réalisations du gouvernement dans les régions. Mais les préfets sont là pour ça. Les directeurs départementaux des ministères sont là pour ça. Donc, les ministres gouverneurs, il n'y a rien de plus inutile que ça. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend parfaitement. D'accord. Donc, on va supprimer les ministres gouverneurs. Le haut représentant du chef de l'État, on va supprimer ça. Il ne sert strictement à rien. C'est ça. Voilà. On va supprimer ça. Le premier ministre peut représenter le chef de l'État. Le vice-président, il est là pour ça. Il ne peut pas avoir un haut représentant du chef de l'État. Je peux? Oui, on vous écoute ça. Nous avons une association qui est Élise d'Or et cette association accompagne la jeunesse, c'est-à-dire les lycéens et les collégiens. C'est-à-dire cette association travaille avec tous ceux qui veulent devenir demain pilote, comment vous appelez, pilote et comment vous appelez, je peux dire, hôtesse de l'air. C'est-à-dire pilote et hôtesse de l'air. Dans cette association, comme je fais partie, je suis membre de cette association. Et je suis une des filles de Tia-Salé, donc je parlais avec mes collaborateurs. Et donc, du coup, nous avons choisi la ville de Tia-Salé pour nos premiers baptêmes de feu ici en France. Donc, nous avons choisi la ville de Tia-Salé. Et avec le maire de la ville de Gonesse,
nous avons choisi votre ville et nous allons prendre rendez-vous avec vous pour voir comment il faut faire pour venir à Tiasalé. C'est-à-dire, pour le premier baptême du feu, on aimerait faire ça en Côte d'Ivoire et à Tiasalé. Et comme moi, je fais partie des enfants de Tiasalé, donc on a choisi la ville de Tiasalé, en fait. Et donc, le maire de ma ville ici, Gonesse, aimerait travailler avec vous, donc je ne sais pas comment il faut faire. Mais je vous ai demandé tout à l'heure d'écrire en inbox, on va échanger là-dessus. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je vous ai écrit, mais bon, j'ai vu que je vous ai envoyé l'invitation, je vous ai écrit et ça répond pas. Mais je suis encore en ligne. Pour le moment, je n'ai pas encore vérifié mes messages. Donc, quand je vais reprendre, après, je vais regarder ça. Voilà. Ok. Ok. D'accord. Ok. On va aller pour Tralou. Maman Tralou, ouvrez votre micro pour votre question, s'il vous plaît. Chef du village, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, l'honorable. Bonjour, madame. Alors, nous, en tout cas, on vous suit. Et puis, en tout cas, votre manière de parler, on voit qu'il y a la confiance qui est là. Ça a commencé à mettre confiance en soi-même. Maintenant, nous, on n'a pas là l'école. Dans la Maraoué, là, il y a un représentant là-bas. Et si on aime le chose où on peut adhérer à un groupe. La Maraoué, c'est Boisflé, c'est dans la Maraoué, non? Ouais. Mais moi, je suis à Abidjan. D'accord, on a une section à Boisflé. Voilà, on a une section à Boisflé. On est représenté dans la Maraoué. On est dans plusieurs villes de la Maraoué. Et donc, si vous m'écrivez une inbox, on va vous donner les contacts de ceux de la Maraoué. Et vous pourrez leur parler, quoi. Voilà. Ah, en tout cas, président, ça va nous plaire. On vient l'honorable pour le moment. Parce qu'il y a tellement les gens. Et moi, il y a mon frère qui a eu un problème. On a vendu nos champs même pour prendre un avocat. Et on a pris un avocat. Toujours, il est en prison. Par rapport à une, comment on appelle, comment on appelle, photocopie. Il y a son ami étant au village, cousin. Son ami a pris sa moto et puis il a eu ses pièces dedans. Il allait louer un poquelin à Yamsokro. Et il a loué le poquelin. Maintenant, il y a eu, cet ami, il allait utiliser le poquelin dans un coin illégal. Donc, dans le coin illégal où il allait travailler. Alors, Tralo, écrivez-moi une inbox et je vais vous donner mon contact WhatsApp et on va échanger directement dessus sur le cas de votre frère. Et on va vous recevoir d'Abidjan. Je vais vous recevoir à Abidjan et puis on va parler directement de ça au bureau. D'accord? D'accord. Voilà. Merci donc, beaucoup. on est abonné, on vous suit depuis le matin, on Voilà. live, on tapote. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc. Merci, chef du village. Voilà, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Pour place CPN, là, c'est le 20 combien? Le 26. Le 26 d'Ayopoukon, place Inch'Allah. Voilà, on a notre association, c'est qu'elle ça sera notre première sortie à Abidjan. On vous invite massivement à être là, venir écouter le nouveau son. On sera là, les t-shirts, tout ça, là, on cherche à payer. Voilà, on vous envoie les t-shirts, voilà, pas de souci. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ok. Donc, voilà, merci. Monsieur Salio, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Salio, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Alors, chef du village. Oui. Je voudrais répondre à une question qui a été posée en bas qui me semble pertinente. Allez-y, l'honorable, allez-y. Voilà, quelqu'un a demandé est-ce que la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire? Ma réponse là-dessus est sans embâche. Il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Vous savez, le corollaire de la liberté, c'est la responsabilité. Le corollaire de la liberté, c'est la responsabilité. La vraie liberté se trouve dans le respect de la loi. Quand on dit liberté d'expression, ça veut dire que vous pouvez tout dire dans le cadre de la loi. Parce que les gens calvaudent un peu l'expression liberté d'expression. La notion de liberté d'expression. C'est pas parce qu'il y a la liberté d'expression que vous avez le droit de diffamer les gens. C'est pas parce qu'il y a la liberté d'expression que vous avez le droit de mentir sur les gens. De dire des choses fausses. Vous voyez, hier j'étais à Divo et j'ai formé des éléments de ADCI de Divo. On a mis en place la délégation départementale Divo ADCI. Et voilà le conseil que j'ai donné à mes représentants là-bas. Je leur ai dit, allez dans tous les villages, allez dans tous les quartiers, allez passer le message de ADCI, allez passer le projet de ADCI. Mais n'oubliez pas une chose, n'affirmez jamais rien que vous ne puissiez pas démontrer. Ne dites jamais rien que vous ne puissiez pas prouver. Vous pouvez tout dire, mais ne dites pas quelque chose que vous ne pouvez pas démontrer. La politique, ça ne permet pas tout. Être opposant, ça ne permet pas tout. Vous pouvez tout dire dans le respect des lois. Moi, quand je parle, tout ce qui sort de ma bouche, je peux le prouver.
Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui critique plus ce gouvernement-là que moi, en tant que journaliste. Mais tout ce que j'ai dit est documenté. En 14 ans, j'ai fait les plus grandes enquêtes sur le régime Ouattara. J'ai dénoncé des vols, des détournements, des faux usages de faux. J'ai tout dénoncé et j'ai toujours apporté la preuve. J'ai été convoqué 8 fois en 14 ans à la brigade de recherche. 8 fois. J'ai été interrogé 8 fois de 9h à 19h. Et je suis toujours sorti la tête haute parce que j'avais toujours les preuves. Il faut former les Ivoiriens. Il faut éduquer les gens. La liberté, ça engage la responsabilité. Les deux vont de pair. Ce n'est pas parce que tu es libre de parler que tu es libre de dire n'importe quoi. On peut critiquer un régime, on peut critiquer un pouvoir, mais avec ce qui est vrai. Quand je dis qu'il y a des détournements en Côte d'Ivoire, j'ai les moyens d'apporter la preuve. 300 milliards détournés aux impôts, j'ai les moyens d'apporter la preuve. Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous attend maintenant. Allez-y, voilà. On vous attend. Donc, quand je dis qu'on a volé 200 milliards ici, j'ai les moyens d'apporter la preuve. Je peux même apporter jusqu'à même au relevé bancaire. Je peux le prouver avec ça. Donc, il y a effectivement la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Mais la liberté, elle est encadrée par la loi. Vous pouvez tout dire, à condition que tout ce que vous dites est vrai. Parce que si votre liberté vous permet de parler, ceux contre qui vous parlez aussi ont la liberté de vous poursuivre si vous dites faux. Donc, moi, je vous encourage à dire tout ce que vous voulez, à la condition que tout ce que vous dites est vrai. Voilà la formation que je fais partout où je passe en Côte d'Ivoire. Merci. Ok. Ok, merci à vous. Monsieur Salo, vous pouvez ouvrir votre micro et poser une question, s'il vous plaît. Bonjour le chef de village. Bonjour le chef de village. Bonjour, monsieur Salo. Bonjour monsieur le maire, monsieur le député Assalé Tchomoko de Kiasalé. Je vous remercie à tout le combat que vous envoyez pour nous les Ivoiriens. Je vous remercie. Pendant les 30 jours de carême que moi j'ai gêné, j'ai prié Dieu pour toi, avec tout ce que tu fais. Moi, mon rêve, pour avoir te couragé, pour avoir échangé avec toi beaucoup de choses. En tant qu'Ivoirien. Et c'est Maouka, si tu m'appelles Diomate Soalio. Je vous remercie. Mon rêve là, c'est pour te courager, pour avoir échangé avec toi. C'est tout ce que moi je demande à Dieu. Dieu a voulu ça aujourd'hui dimanche, quand il s'est monté sur le panel, pour avoir t'écouter. Et t'écoute beaucoup de fois, toutes tes émissions, toutes tes traces que tu fais, et te suit, et t'écoute très bien. Ça, grâce à toi, moi j'ai eu beaucoup de la paix du cœur dans mon cœur. Et t'écoute comme ça, plein de mes soucis, je m'arrête là. Je vous remercie. Merci, cher frère Soalio. Alors, si tu peux noter ce numéro, prends ce numéro, appelle dessus, mes services vont t'enregistrer et puis je vais te recevoir quand il sera sur Abidjan. Le numéro, c'est le 0504 0504 60. Oui, 0504. Pardon, excuse-moi. Oui, allez-y. Oh, salut, voilà pourquoi souvent il faut t'apporter, mais on ne sait jamais quand la grâce vient. Non, excuse-moi beaucoup, on peut prendre le numéro. Allez-y. Prends le 0504. On peut dire maintenant 0504 04 0504 60 00 90 0504 60 00 90. Merci beaucoup, monsieur. Le numéro et dites au monsieur, tu vas décrocher que vous m'avez parlé sur TikTok et que je dois vous recevoir. Il n'y a pas de problème, monsieur. Voilà, monsieur, il va faire le programme. Quand il sera sur Abidjan, je vais vous recevoir. Merci beaucoup, monsieur. Merci Vraiment, beaucoup. je suis très content. Aujourd'hui même, je me vois dans le paradis même. Voilà, merci beaucoup, Soalio. Voilà. Merci beaucoup. Allons-y. Autre question? Merci beaucoup. Il y a une personne qui a posé la question, c'est qui est en haut là. Lili Fournier, non? Alors, une minute. Ceux qui sont à Paris, et en Allemagne, vous pouvez appeler aussi sur le même numéro. On va vous mettre à contact. On a une délégation en Allemagne, on a une délégation à Paris. Et donc, on va vous mettre à contact avec ceux qui sont à Paris, ceux qui sont en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Si vous êtes sur le panel, prenez le même numéro, appelez. Et on va vous mettre en contact avec nos gars qui sont à Paris et dans les autres pays. Merci beaucoup. Chef du village, c'est moi qui parle. Non. Bon. À toi. Bonjour, chef du village. Voilà, c'est qui est en haut là. Allons-y. Bonjour, chef du village. Bonjour, maman.
Bonjour, mon futur président, Monsieur Assalé. Je vous aime. Vous êtes, je sais pas comment vous dire, mais vous êtes, ce que je veux dire là, c'est ce que vous dites. Je vous adore, je vous aime. Vraiment, je sais qu'avec vous, mon pays sera tellement uni. Il n'aura pas de religion, il n'aura pas d'ethnie. Le pays sera développé. On ne reste pas seulement qu'à Abidjan. Il y a des villes qu'on peut développer. La Côte d'Ivoire peut être, mais ça veut dire même, peut devenir tellement beau, plus beau même que le Maroc. Papa, sachez que je n'ai jamais voté de ma vie, mais vous serez la première personne pour qui je voterai. Et les Ivoiriens vous aiment. Merci pour votre combat. Nous sommes tous derrière vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Chef du village, merci de m'avoir fait monter pour parler avec mon futur président. Je te dis merci, chef du village. Merci, 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 merci. Je vous aime, je vous aime. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Lily Fournier. On va prier. On va prier pour qu'il y ait la paix dans notre pays. On va prier pour que Dieu inspire nos dirigeants à faire en sorte que ces élections qui arrivent là ne débouchent pas sur des crises encore. Je l'ai dit au Canada. Il y a 2 mois, j'étais au Canada. J'ai rencontré des Ivoiriens à Toronto. Et je leur disais que notre pays n'a plus les ressources morales pour vivre encore une crise politique. C'est-à-dire que les Ivoiriens ont atteint leur degré de saturation en termes de crise. Nous n'avons plus les ressorts moraux pour tenir une crise politique majeure encore dans notre pays. Et donc, nos dirigeants doivent faire en sorte que la paix soit préservée. Bon, on m'informe que le live a été signalé. Hein? TikTok m'informe que le live a été signalé. Ah, ok. Chef du village. Chef du village, tu m'entends? Alors, chef de village, je pense qu'il bug. On m'informe que TikTok m'envoie un message me dit que le live a été signalé. Hein? Ouais, Voilà. depuis là, il ne fait que signaler seulement. Oui, effectivement. Effectivement, j'ai vu. Le message est venu. Le message Voilà. est venu, j'ai vu. Voilà. Bon, je peux continuer à parler. Allez-y, allez-y. Bon, on va demander ce soir en bas de tapoter. Si on est massivement en train de tapoter, ça va tenir, je pense. Hein. Voilà. Tapoter pour qu'on ait au moins 1 million de cas. Hein. Voilà. Ça peut aider. Et donc, je disais à Toronto que nous, les Ivoiriens, n'avons plus les moyens de vivre encore dans la haine. On a atteint notre degré de saturation. Et ceux qui dirigent le pays aujourd'hui doivent tout faire pour que, après le 25 octobre, là, on soit en paix, quoi. Que le 27 octobre, on puisse aller au travail. Que nos enfants puissent aller à l'école. Que ceux qui vont au champ aillent au champ. Que ceux qui vont travailler dans le sauté puissent aller dans le sauté. Il ne faut pas qu'il y ait des marchés dans les rues. Des coups de feu dans les rues. On n'en a plus les moyens. Il faut qu'enfin maintenant, on unisse les Ivoiriens. Vous voyez, les politiciens ivoiriens, et je parle de tout le monde, hein, ils ont réussi une chose extraordinaire. Ils ont réussi à jeter les Ivoiriens les uns contre les autres. Vous voyez, il y a en 1990 ou 89, je vais retrouver ça dans mes papiers. Houphouët-Boigny à l'hôtel Ivoire avait dit ceci. Quand on lui demandait pourquoi il ne voulait pas accepter le multipartisme, il a dit qu'il n'est pas contre le multipartisme, mais il a une crainte. C'est que le jour où il va libéraliser le milieu politique, le pays ne soit fracturé en 1000 morceaux. Parce que le peuple n'est pas encore prêt à cette démocratie-là. Parce que les gens vont construire les partis politiques sur la base tribale. Houphouët l'avait dit. C'est dans un livre que je viens de lire, le livre de Jean, l'ancien DG de Fratmat. Il s'appelle comment même là, Diego, quelque chose comme ça. Voilà. Il dit, je crains que le multipartisme ne détruise notre pays. Parce que les partis politiques qui vont être créés n'auront que des bases tribales. Houphouët l'a dit il y a une trentaine d'années. Il n'a pas eu tort. Les partis politiques ont été créés sous la fibre ethnique en Côte d'Ivoire. Nos partis politiques ont été créés sous la fibre ethnique. Et c'est avec cette fibre ethnique-là qu'on a divisé le pays. On a détruit le pays. Qu'on a divisé le peuple de Côte d'Ivoire en 1000 morceaux. On n'a même plus un peuple de Côte d'Ivoire. On a des peuples de Côte d'Ivoire. On a réduit un peuple du PPACI qui se reconnaît en un leader. On a un peuple du PDCI qui se reconnaissait en Bédier. Bédier n'est plus là, Thiam est là aujourd'hui. Ce peuple du PDCI là est là. On a un peuple du RDR originel qui se reconnaît en le président Ouattara. On a plusieurs peuples en Côte d'Ivoire. On n'a plus un peuple uni. Donc quand un problème est posé,
Les Ivoiriens ne raisonnent plus en termes de communauté unie. Ils raisonnent en termes de communauté fracturée. Ceux qui sont RADP, RDR, quel que soit ce que le régime va faire en mal, pour eux, c'est bien. Ceux qui sont PPACI, quel que soit ce que le régime va faire en bien, pour eux, c'est mal. Ceux qui sont PDCI, quel que soit ce que le régime va faire en bien, pour eux, c'est mal. Et voilà la fragilité du pays. Un problème national est posé, chacun y raisonne en fonction de sa fibre ethnique. On dit les enseignants réclament une prime. Moi, j'ai toujours dit aux gens, il est toujours moins fatigant de dire la vérité aux gens. Les enseignants réclament une prime, ça date de près de 20 ans, cette affaire de prime-là. C'est pas maintenant, ça date de plus de 20 ans. Plus de 25 ans. C'est depuis Bédier que cette affaire de prime-là est sur la table du gouvernement. Mais regardez comment les gens réagissent aujourd'hui. Des enseignants RADP sortent pour dire, nous, on n'est pas pour la grève. Parce qu'on est RADP. Hier, quand Gbagbo était au pouvoir et que les gens faisaient les grèves, il y avait des enseignants FPI qui sortaient pour dire, on n'est pas d'accord avec la grève. Hier encore, quand Bédier était au pouvoir, que les enseignants faisaient grève, il y avait des enseignants PDCI qui sortaient pour être contre eux. Voilà comment on a fractionné le pays. Dans un tel pays, vous ne pouvez avoir aucun gain social. Parce que les combats sont biaisés par la politique politicienne, par les ethnies. Nous voulons détruire cette Côte d'Ivoire-là, des ethnies, pour reconstruire avec la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire du peuple. La Côte d'Ivoire de chaque Ivoirien valant la même chose devant la loi. Et donc, une nouvelle génération de politiciens arrive, d'acteurs politiques arrivent. Et moi, j'en fais partie. Et je n'ai pas de honte de le dire. Moi, je me bats pour les Ivoiriens. Ce n'est pas pour un poste politique. Vous voyez, on était 27 maires indépendants quand on a été élus en 2018. Mais aujourd'hui, il y a combien de maires indépendants? Ils sont tous partis, hein. Voilà. Même mon ami Kalou Bonaventure, le maire de Bavois, il est parti au RADP. Moi, je suis resté maire indépendant. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire m'a désigné deuxième meilleur maire de Côte d'Ivoire en 2023. Je dis bien, le gouvernement de Côte d'Ivoire m'a désigné deuxième meilleur maire de Côte d'Ivoire. Prix national d'excellence, deuxième prix. Délivré par le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Pourtant, je ne suis pas RADP. Je suis un maire indépendant. Mais j'ai été classé deuxième sur 201. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de parti politique, la gouvernance. C'est une affaire de leadership, une affaire de vision. On peut vous donner 10 milliards à gérer. Si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas de leadership, vous ne pouvez rien faire. C'est une affaire de leadership. Donc, ce n'est pas une affaire de parti politique. Si je voulais aller au RADP, je serais déjà parti au RADP. Et peut-être que j'aurais été nommé ministre. Peut-être que j'aurais occupé un poste de responsabilité dans le pays et manger mes terres. Tu n'aimes pas l'argent. Vous pensez que c'est la proposition qui manque? Les propositions, il y en a reçu beaucoup. Mais j'ai toujours dit non. En tant que journaliste, en tant que maire, en tant que député, j'aurais pu aller ailleurs. Aller manger mes terres. Mais j'ai dit non, je vais me battre. Je vous ai dit que dans l'affaire du foncier, je suis déjà à 6 millions de dépensés. 6 millions qui est dépensé. Pour défendre les familles. Pour défendre les victimes. Tu n'as même pas un rond pour prendre un huissier. Vous savez ça? Et donc, nous sommes en train de nous battre pour notre pays. Le président Ouattara, le président Bédier, le président Gbagbo, chacun a fait pour ce pays-là ce qu'il pouvait. Je l'ai dit hier à Divo. Bédier a fait pour la Côte d'Ivoire ce qu'il pouvait faire. Il a commis des erreurs, il a réussi des choses. Gbagbo a fait pour la Côte d'Ivoire ce qu'il pouvait. Il a commis des erreurs, il a réussi des choses. Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire ce qu'il pouvait. Il a commis des erreurs, il a réussi des choses. Mais une nouvelle époque arrive où ils vont se reposer et d'autres Ivoiriens vont prendre le pays pour diriger. Et ces Ivoiriens-là, on veut qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. On veut qu'ils aiment les Ivoiriens. On veut qu'ils détruisent la Côte d'Ivoire des ethnies pour construire la Côte d'Ivoire du peuple. Pour construire la nation ivoirienne. C'est de cela qu'on a besoin maintenant. Des Ivoiriens qui vont défendre les Ivoiriens, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient du Sud. Quand quelque chose arrive à un enfant du Nord, ça doit toucher tous les Ivoiriens. Quand quelque chose arrive à un enfant du Sud, ça doit toucher tous les Ivoiriens. Mais dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, les enfants du Nord, quelque chose leur arrive, ceux du Sud, ça leur dit rien. Ceux du Sud, quelque chose leur arrive, ceux du Nord, ça leur dit rien. Parce que les politiques ont divisé le pays ainsi. C'est comme ça qu'il me bat. Et on va réussir ce combat-là. Parce que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, sont demandeurs d'une nouvelle Côte d'Ivoire, du peuple de Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire qui défend ses enfants, sans regarder leur ethnie, sans regarder qui est au pouvoir, qui a l'argent, qui est pauvre. C'est ça que nous allons faire. Et c'est ce combat-là que je mène depuis 2007. Ça m'a déjà conduit en prison pour 12 mois. Et je continue de le mener. Et je peux aller encore en prison pour ça. Je suis prêt à le faire, à y aller. Mais je vais me battre pour les Ivoiriens. On peut même perdre ma vie dedans. Mais chacun est né pour faire une mission.
Et je mènerai ce combat jusqu'au terme. Merci. Autre question. Alors, c'était moi, chef de village. Allez-y, allez-y, c'est à vous. Vous faites écho. Bonsoir, l'honorable Assalé Timoko. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très beau dimanche, vous et votre famille. Aujourd'hui, c'est un jour de repos, je suis là, à la maison, tranquille. Exactement. Donc, j'ai contacté votre staff, justement, pour ce dont vous savez, en privé. J'ai toujours pas eu de retour du staff pour qu'on puisse préparer avec les éditos l'interview. Donc, écrivez-moi directement, alors. Inbox. Ok, c'est bon. Là, dans ce cas, c'est bon. Je viens de le faire, alors, dans ce cas. Donc, j'attendrai. Voilà, je vais vous répondre tout à l'heure. Ouais. On fera un retour. D'accord? Voilà, ok. Et je ne vous dérange pas plus longtemps. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Ok, merci beaucoup. Soleil, ouvrez le micro maintenant. Ok. Bon, j'ai ouvert mon micro. Bonjour, chef du village. Bonjour, monsieur l'honorable Assalé Timoko. Bonjour, Moi, merci. Je vis en France depuis près de 22 ans. Et je suis à baie de Tiassalé, de 4 villages. Kodimansou, de ma mère, Ndoussi, de ma grand-mère, Okougué, de mon père. Allô? Et voilà. Et j'ai une question, j'ai 2 questions, 3 questions à vous poser. Vous êtes en train de faire un bon travail dans cette Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de poser les vraies bases. Vous allez où vous êtes en train de poser les vraies bases. Vous êtes en train de nous ouvrir les yeux. Vous êtes en train de nous expliquer ce qu'il y a, ce qu'il est. Et moi, j'ai peur. J'ai peur de quelque chose. Cette chose, c'est quoi? C'est les Libanais. Les Libanais, ce peuple qui n'aime pas le noir, qui prend le noir pour des esclaves. Et ces Libanais-là sont en train d'être des députés, des maires, ainsi de suite. Vous êtes en train de faire un bon travail. Je touche du bois. Je touche même la forêt. Si ces Libanais-là accèdent au pouvoir un jour, qu'est-ce que nous les Africains, nous les Ivoiriens, nous allons devenir? Nous allons devenir esclaves. Déjà, ces Libanais ont leur école. Ils ne veulent même pas que les Noirs accèdent à leur école. Dans nous-mêmes, notre propre pays, c'est grave. Et ils ont commencé à être maires, ils ont commencé à être députés. Et je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça aujourd'hui. Je ne veux pas de ça demain. Si vous êtes président, là, il faut qu'ils soient stoppés complètement. Ils doivent rester dans leur commerce. Point barre. Au Liban, là-bas, là, nous sommes des cafards. Nous, les Noirs, nous sommes des cafards. Donc, ce n'est pas dans notre pays, ils vont devenir présidents. Je ne veux pas de ça. Donc, il faut changer ça. Ça fait un. Maintenant, les pasteurs sont des truands. Il y a des pasteurs truands qui divisent les familles. Il y a des pasteurs qui divisent, il y a des vrais pasteurs. Il y a des bons, il y a des vrais qui suivent vraiment Dieu. Mais il y a des faux pasteurs qui divisent les familles. Et les églises poussent comme des champions pour escroquer la population. Il faut en finir avec ça. Il faut en finir avec ça. Et troisième question, il faut que tous les enfants de la Côte d'Ivoire puissent être scolarisés. La plupart des enfants musulmans, excusez-moi les musulmans, mais ils n'aiment pas mettre leurs enfants à l'école. La preuve, il y a 2 jeunes petites filles qu'on les appelle Chakroma ou je ne sais pas quoi là. Elles sont dans le TikTok là. Elles sont grandes pour aller à l'école, mais elles ne vont pas à l'école. Elles sont dans le TikTok. Il y a une qui s'appelle Chakroma. Il faut mettre tous les enfants à l'école. Il faut scolariser tous les enfants à l'école parce que c'est ça qui nous fait sortir les machettes dans les rues. Parce que la tête est vide. Parce qu'on n'est pas scolarisé, on est illettré et on nous fait sortir les machettes dans les rues pour macheter, pour couper les tendons. Pour couper les tendons à cause de la politique. On en a marre de ça. Un étudiant qui connaît papier, qui ne va pas aller couper les tendons d'un être humain. Il faut scolariser les enfants. Il faut que personne ne doit être bon de quelqu'un dans les maisons. Tous les enfants doivent sortir des maisons pour aller à l'école, pour que les yeux soient choses. Parce que c'est quand il y a l'illettrisme
enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est quand les enfants, quand on ne va pas à l'école, qu'on peut aller prendre les machettes, on peut nous manipuler. Il faut que tout le monde soit à l'école. D'accord. Vous, les enfants musulmans, là, c'est chez vous même qu'il y a beaucoup d'illettrés. À cause de ça, vous partez prendre les machettes. Madame, je vais vous répondre. Ok, je vais vous répondre. voilà. Ok, on a compris. Voilà, Soleil. j'ai fini. D'accord. Merci. D'accord, madame. Alors, je vais répondre à madame, elle s'appelle Soleil. Alors, première chose, sur les Libanais, je pense que aucun étranger n'est une menace pour la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens eux-mêmes aiment leur pays. Aucun étranger ne peut être une menace pour la Côte d'Ivoire si les Ivoiriens eux-mêmes aiment leur pays. Si au-delà de leurs leaders politiques, les Ivoiriens aiment profondément leur pays, personne ne peut nous menacer dans leur pays. Première chose. Deuxième chose, aucun étranger ne peut être une menace pour la Côte d'Ivoire si nos lois sont appliquées. Deuxième chose. Troisième chose, aucun étranger ne peut être une menace en Côte d'Ivoire si la corruption diminue en Côte d'Ivoire. Tout ce que les gens font dans notre pays, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont ouvert la porte. La corruption a atteint tel niveau dans notre pays que nous sommes tous en danger. Il appartient aux populations, au peuple de Côte d'Ivoire, il appartient aux dirigeants de Côte d'Ivoire de mettre en place les balises pour que les lois soient appliquées de façon rigoureuse. Un Libanais qui vient en Côte d'Ivoire, il a le droit de venir en Côte d'Ivoire, comme un Ivoirien a le droit de partir au Mali, au Burkina, en France. Les Ivoiriens sont un peu partout à travers le monde. Ce qui fait la différence, c'est l'application des lois par les dirigeants du pays. Ce qui fait la différence, c'est l'amour que les dirigeants du pays portent à leur propre pays. Ce qui fait la différence, c'est le respect que les dirigeants donnent à leur propre peuple. La Côte d'Ivoire a atteint un niveau de dégradation morale absolument stupéfiant. Et c'est ça qui est à la base de tout ce que nous vivons. Quand un individu comme Kome Bakari, faussaire devant l'Éternel, est en liberté, comment voulez-vous que les Ivoiriens soient protégés et que des étrangers ne viennent pas faire des choses contre les Ivoiriens? Vous voyez, Rousseau a dit, là où un seul se trouve au-dessus des lois, il n'y a plus de liberté. Là où un seul est au-dessus des lois, il n'y a plus d'État. C'est ça notre problème. La corruption. Le laxisme des dirigeants. Le laisser-aller des dirigeants. C'est ça qui crée tout ça. Donc pour moi, les Libanais ne sont pas une menace. Dans notre pays, là, si on veut pas d'école, si on veut pas d'école, si les dirigeants ne veulent pas d'école, ou ne vont que seulement les Libanais, ça n'existera pas. Il faut ne pas accepter ça. Pourquoi maintenant ça va être possible? Moi, je ne sais même pas si ça existe. Il faut que je m'informe dessus. S'il y a des écoles où il y a que les Libanais qui vont dedans, je ne sais même pas si ça existe. Mais si ça existe, cela ne peut être possible que parce que nos dirigeants l'ont voulu. La Côte d'Ivoire nous appartient. Je l'ai dit hier à Lagazé, à Divo. Les gens ont vendu toutes les terres. Non pas aux Ivoiriens parce que les Ivoiriens n'ont pas l'argent. Mais ils ont vendu toutes les terres aux non-Ivoiriens. Les terres rurales, pas les terres urbaines, les terres rurales. Alors que notre constitution interdit de vendre une terre rurale à un étranger. C'est la même loi qui vient d'être prise au Burkina. Où quand tu es étranger, tu ne peux plus avoir accès à la terre au Burkina. En Côte d'Ivoire, là, nos députés ne vont pas expliquer à leurs parents dans leur village qu'ils ne doivent plus vendre les terres aux étrangers. Et comme ces étrangers ont le pouvoir d'achat, ils sont en train d'acheter toutes les terres rurales, alors même que c'est interdit par la constitution de Côte d'Ivoire et que les ventes sont nulles. Mais quand demain d'autres Ivoiriens vont venir pour dire les ventes que vous avez faites sur les terres rurales avec des étrangers sont nulles d'office, ça va créer quoi? Ça va créer la guerre. C'est l'élite au pouvoir, députés, maires, président du conseil régional, ministres, dirigeants centraux, c'est eux qui sont à la base des problèmes d'un pays. Quand l'élite démissionne, quand elle n'accomplit pas sa mission, le pays est en danger. Je vous ai dit tout à l'heure que hier j'étais à Divo, dans un village où les parents ne savent même pas qu'on ne doit pas vendre la terre à un étranger. La terre rurale. Mais ils ont tout bradé. Les gens sont assis sur 200 hectares, sur 300 hectares. Ils sont pas ivoiriens. Mais si demain ils apprennent que quand on n'est pas ivoirien, on ne peut pas avoir la terre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont prendre une quarantaine ivoirienne, ils vont devenir ivoiriens demain. Voilà comment ça fonctionne. Mais c'est la faute à qui? C'est nous-mêmes les Ivoiriens. C'est nous qui sommes corrompus. C'est nous qui n'aimons pas notre pays. Nous aimons des individus, nous aimons nos dirigeants, mais nous n'aimons pas le pays. C'est ça notre mal.
Et donc, il y a un travail de... On a créé les académies de football. On a créé les académies de ceci, cela, de mathématiques. Je pense qu'on doit créer maintenant les académies de la citoyenneté. On doit créer maintenant les académies de la citoyenneté. Pour que les Ivoiriens soient formés à la citoyenneté, pour qu'ils aiment leur pays. C'est quand le mur est fissuré que les salamandres rentrent à l'intérieur. Les murs de la Côte d'Ivoire sont fissurés de partout. Et la politique politicienne, la politique des ethnies est telle que on ne peut mener aucun combat commun pour notre pays. Vous trouverez tous des gens venir vous attaquer parce qu'eux ne défendent que leur ethnie. Le mal est là. C'est à nous, Ivoiriens, de prendre conscience que nous sommes rois chez nous. Nous sommes maîtres chez nous. Et que c'est nous qui décidons de tout. Personne ne peut venir nous commander ici si nous ne le voulons pas. Donc, c'est un appel que je lance à tout le monde. Ne détestons pas les étrangers. Beaucoup sont là dans notre pays, font un travail absolument utile pour notre pays. Mais à côté, il y a des bandits qui agissent avec le laxisme de nos dirigeants. C'est tout. Donc, les Libanais, n'importe quel étranger, beaucoup même sont naturalisés ivoiriens. Donc, ils ont le même droit que tous les Ivoiriens. C'est à nous de mettre les balises. Donc, ne combattons pas les étrangers. Battons-nous pour que les lois de notre pays soient respectées par tout le monde. Et à partir de ce moment-là, on va vivre tous en paix. Mais c'est parce que certains sont au-dessus de nos lois que les Ivoiriens sont frustrés. Et c'est à nous de corriger cela. Luttons contre la corruption de notre administration, de notre système politique, judiciaire, pour que nous, Ivoiriens, soyons rois chez nous. Voilà ma vision des choses, voilà ma philosophie des choses. Voilà pour ce qui concerne votre première préoccupation. Sur les pasteurs, sur les religions. Moi, j'étais au Rwanda récemment, j'ai pris le temps d'échanger avec des Rwandais pour comprendre comment le président Kagame avait réussi à assainir le milieu des églises au Rwanda. Mais ce n'est pas des lois qui doivent assainir le secteur. L'État est séparé de la religion, c'est ce qu'on appelle la laïcité. Mais l'État a l'obligation de réguler la société. Nous savons tous que, à côté des vrais pasteurs, il y a une armée d'escrocs qui dépouillent les Ivoiriens, qui divisent des familles, qui n'ont aucune formation en théologie, qui ont découvert une mine d'or et qui créent leur église à chaque jour. Il y a aujourd'hui pratiquement 40 000 églises en Côte d'Ivoire. Sur un périmètre de moins de 200 mètres, vous avez au moins 15 églises. Mais tout ça a besoin d'être régulé. Donc, il appartient à l'État de réguler en respectant les droits des gens, en respectant les règles. Donc, tout est lié aux lois. Tout est lié à la gouvernance. C'est à nous d'encadrer tout ça. Mais le temps viendra où tout ça sera régulé. Sur la question de l'éducation, il n'y a pas que les enfants des musulmans qui ne vont pas à l'école. Je suis désolé. C'est tous les Ivoiriens qui ont du mal à scolariser leurs enfants. Moi, je suis maire, je suis député. Chaque 3 mois, je parcours toute ma circonscription. Je parcours tous les villages de ma circonscription et les campements. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Chez les Aïs, chez les Baoulés, chez les Bétés. Beaucoup d'enfants. Ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de musulmans. C'est tous les Ivoiriens qui ont du mal à scolariser leurs enfants. C'est un problème de moyens. Mais il appartient à l'État d'encadrer tout ça. D'organiser tout ça. C'est pas une ethnie, c'est pas une région. Non. C'est tous les Ivoiriens. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ont une entrée en 6e en 2024 qui ne sont pas à l'école? Il y a 6 comme ça dont je paye l'école. Parce que les parents n'ont pas pu les mettre à l'école. Ils ont une entrée en 6e, hein. Ils ne sont pas à l'école parce que les parents n'ont pas les inscrits dans une école privée où les frais d'inscription font 100 000 francs par enfant. Le père n'a pas les moyens, les enfants sont à la maison. Et c'est moi qui paye aujourd'hui leur scolarité. Pour que ces enfants-là aillent à l'école. Mais ils sont des milliers d'enfants comme ça dans le pays qui n'ont pas à l'école pour ça. Donc c'est un problème global. Ce n'est pas un problème de religion, un problème d'ethnie. C'est un problème global. D'ailleurs, 60% des enfants de Côte d'Ivoire sortent du système éducatif sans arriver au secondaire. Ils sont 60%. Donc, on a des problèmes extrêmement graves. Ça, c'est ce qu'on appelle l'indice de développement humain. On a des problèmes sérieux à régler. Mais il faut les dépolitiser. Il faut les régler à tête froide. Il faut faire les critiques objectives pour que les dirigeants prennent conscience. Et donc, c'est pas une ethnie, c'est pas une religion, c'est pas un peuple qui ne met pas les enfants à l'école. C'est tous les Ivoiriens qui ont des difficultés pour mettre leurs enfants à l'école. À Thiès-Salé, si la mairie n'intervient pas, il y a 480 enfants qui ne vont pas à l'école. Que la mairie prend en charge. C'est moi qui ai mis en place ce financement-là pour que ces enfants aillent à l'école. S'ils ne font pas ça, ils ne vont pas à l'école. Et chaque année, leur nombre augmente. Donc, c'est une affaire globale. On doit tous se battre pour que notre pays soit gouverné, qu'il y ait des moyens, que les Ivoiriens, leur vie s'améliore, que la pauvreté recule,
pour que les gens puissent mettre leurs enfants à l'école. Voilà ma réponse par rapport à ça, madame. Merci beaucoup. S'il vous plaît, tapotez les lèvres, c'est important. Tapotez les lèvres, ça va monter, s'il vous plaît. On risque de descendre, c'est pas intéressant. Tapotez normalement les lèvres, s'il vous plaît. C'est important. Tapotez, tapotez, tapotez. Monsieur JM, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci le chef de m'avoir accepté la demande. Bonsoir, l'honorable. Je suis monté parce que je vous écoute depuis plus d'une heure et vous êtes une figure inspirante. Ce que vous dites est tellement encourageant, c'est tellement ce que nous voulons entendre. Je suis bon, je peux dire, je suis américain maintenant, mais je suis originaire du Burkina et je suis aussi j'ai des origines ivoiriennes. Mais moi, ce que je voudrais vous demander, vous savez que sur TikTok et les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont de l'extérieur et il y a beaucoup de personnes qui suivent la sensation. Et par rapport à l'expérience en politique, c'est sur le terrain qu'on gagne la politique, c'est pas sur voilà les réseaux sociaux. Comment vous envisagez de capitaliser tout cet engouement que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que ce que vous dites est très très pertinent, c'est ce que nous voulons pour une Afrique de demain. Et vous êtes une personne vraiment intègre par rapport à ce que j'entends. Vous êtes beaucoup intègre. Et cette intégrité manque à nos leaders. Mais pour capitaliser sur cette intégrité, il faudrait que cette jeunesse-là soit derrière vous. Et cette jeunesse, souvent, elles aiment bien écouter tout ce qu'on dit, monter, vous donner des éloges. Mais quand tu seras prêt pour le terrain, il y a beaucoup que vous ne verrez pas. Tout à fait. Comment vous comptez capitaliser sur ça pour transformer cette jeunesse-là? Parce que c'est bien beau d'entendre toutes ces personnes qui sont derrière vous, et vous êtes un homme politicien. Donc, comment vous comptez capitaliser sur tout ça? Parce qu'il y a beaucoup qui montent, qui sont peut-être de la France, qui sont peut-être des États-Unis, et il y a des autres qui sont de la Côte d'Ivoire qui n'ont pas cette chance de vous écouter parce qu'ils sont pas sur TikTok, ils dorment pas sur TikTok, ils passent pas leur temps sur TikTok, et ils ont besoin de cette voix que vous avez parce que eux, ils n'ont pas cette opportunité de vous écouter. Comment vous allez capitaliser ça pour ceux qui ne sont pas sur TikTok pour pouvoir avoir vous et vous suivre? Parce que ce que vous dites est très pertinent. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup, cher frère. Et, bon, j'espère qu'il fait beau jour chez vous là-bas. Alors, effectivement, il y a les réseaux sociaux et il y a la réalité du terrain. En politique, ce qui compte, c'est le terrain. C'est pas les réseaux sociaux. Je monte sur les réseaux sociaux pour échanger avec les Ivoiriens parce que j'estime qu'il y a une partie des Ivoiriens qui très souvent veulent entendre ces dirigeants et n'a pas l'occasion de les rencontrer sur le terrain. Et donc, cherche des occasions de leur parler sur les réseaux sociaux. Je mets en pratique cette volonté-là pour pouvoir accorder du temps à des Ivoiriens sur les réseaux sociaux pour échanger avec eux directement. Mais je suis pas naïf, hein. Moi, je suis député de maire d'une commune et je sais que c'est le terrain qui fait gagner une élection. C'est pas les réseaux sociaux qui font gagner une élection. C'est pour ça que j'ai créé le mouvement ADCI. Vous savez, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui montent sur les réseaux sociaux, qui sont du Canada, qui parlent. Je suis allé à leur rencontre au Canada. J'ai passé 3 semaines au Canada où j'ai rencontré des centaines d'Ivoiriens pour leur parler de visu, échanger directement. Je vais entamer le mois prochain une tournée en Europe où il y a fait 8 pays pour aller parler aux Ivoiriens et puis continuer sur les États-Unis. Je sais que c'est le terrain qui fait la différence, c'est pas les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé le mouvement. Et le mouvement est aujourd'hui représenté dans 25 régions du pays, sur 31 régions. Nous sommes représentés dans 25 régions. Ça veut dire que dans chaque région de Côte d'Ivoire actuellement, dans les 25 régions, on a au moins 25 à 100 personnes qui sont dans mon mouvement, qu'on connaît nommément. Donc on a la liste, donc on a le numéro de téléphone. Ils sont dans 25 régions. Nous sommes en train de travailler pour qu'avant la fin du mois de juin, on soit dans les 31 régions. Parce que ce sont ces équipes de terrain-là qui vont faire le travail. C'est pas les réseaux sociaux. Ici, je monte sur les réseaux sociaux pour échanger, pour diffuser mes idées, pour partager ma vision avec des Ivoiriens qui sont en ligne. Mais quand j'ai fini de parler, dès que je décroche, je suis sur le terrain. Je suis quelqu'un de terrain, je passe tout mon temps sur le terrain. Je vis pas à Abidjan, je vis sur le terrain. Je vis dans les villages, je vis dans les communes, je vis dans les départements. Je passe 2 jours seulement sur une semaine à Abidjan quand je peux. Sinon, je peux faire 1 mois sans monter sur Abidjan. Je passe tout mon temps sur le terrain. Aujourd'hui, je parcours la Côte d'Ivoire entière. C'est pas toutes les choses sur lesquelles je communique sur les réseaux sociaux. Il y a des réunions sur lesquelles je communique même pas. Mais je rencontre les Ivoiriens et nous sommes en train de faire un travail de terrain. Parce que nous savons que dans la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive là, nous devons jouer un rôle dedans. Et pour jouer ce rôle-là, il faut qu'on ait l'adhésion du peuple qui est sur le terrain, dans les villages, dans les hameaux, où ils n'ont pas de réseau, où ils n'ont pas de connexion Internet. Il faut aller vers eux. Là où j'étais hier, où j'ai rencontré près de 5000 personnes, il n'y a pas de réseau Internet.
Il n'y a même pas de téléphone portable là-bas. Les gens n'ont pas de réseau totalement. Il a fallu que j'aille à leur rencontre pour qu'ils sachent que j'existe. Donc hier, ces 5000 personnes là ont découvert que j'existe. On allait leur parler pendant 4 heures. Et c'est chaque jour que nous faisons le travail. Donc, cher ami, je suis élu et je sais que c'est sur le terrain qu'on gagne une élection. C'est pas sur les réseaux sociaux. Et donc, ça compte pour 10% dans une élection les réseaux sociaux. Mais c'est pas à négliger aussi. Et donc, c'est le terrain à 90% qui fait la différence. Et donc, nous sommes conscients de cela et nous sommes effectivement sur le terrain pour mettre en place la dynamique qui va faire la différence demain. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Vous avez tout mon soutien parce que vous êtes un homme intègre et c'est ce qu'on veut pour cette Afrique de demain. Donc, merci beaucoup. Cher ami. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà. Ok, merci beaucoup. On prend monsieur Fegrani. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup au chef du village, merci beaucoup au président Assalé Tchemoko, merci à tous ceux et toutes celles qui sont sur ce panel. J'ai écouté religieusement monsieur Assalé Tchemoko, je vois qu'il a beaucoup de convictions et beaucoup de motivation. Alors je monte sur ce panel, non seulement pour poser des questions et en même temps pour placer une petite annonce, si vous me le permettez. Et ma première question, c'est quoi? Alors, ma première question à M. Assalé Tchemoko, c'est en fait face. Attendez, s'il vous plaît, c'est une question dont réfléchissez la meilleure des questions que vous lui posez. Parce qu'il y a tellement de monde, chacun fait comme ça, peut faire des sacs, chacun pose ses questions en fait. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, face aux défis sécuritaires mondiaux, quels sont les moyens techniques et humains que propose M. Assalé Tchemoko pour la Côte d'Ivoire nouvelle? C'est une vaste question. Dont je crains de ne pas avoir le temps de donner tous les éléments. Mais ce que je peux dire, si vous prenez le projet de sauveté des ADCI, le premier pilier, c'est la sécurité. Le premier pilier de notre projet de sauveté, c'est la sécurité. Dans un contexte avec les nouvelles formes de criminalité, la sécurité est le gage de la gouvernance. Si vous ne pouvez pas protéger vos frontières, si vous ne pouvez pas protéger vos frontières intérieures et extérieures, vous ne pouvez pas diriger un pays. C'est un immense défi à relever. Et nos États sont fragiles, pas parce qu'on n'a pas les moyens de relever le défi de la sécurité. Nos États sont fragiles parce que la corruption atteint un niveau inacceptable. Notre plus grande menace, c'est pas le terrorisme. Notre plus grande menace, c'est la corruption. C'est la corruption qui est le carburant qui alimente toute l'insécurité en Afrique. C'est le manque de patriotisme qui est le carburant qui alimente toute l'insécurité en Afrique. C'est la mauvaise gouvernance qui est le carburant qui alimente toute l'insécurité en Afrique. C'est la manipulation des lois et des constitutions qui sont à la base de l'insécurité en Afrique. C'est surtout ça d'abord. Construisons de vrais États de droit, où les populations sont protégées, où les ressources publiques sont partagées équitablement aux populations. Où on découvre du pétrole, où on découvre de l'or, on entend des chiffres faramineux, mais on ne voit pas les résultats dans la vie des gens. C'est d'abord ça la première sécurité. La première sécurité, c'est la gouvernance. La première sécurité, c'est la lutte contre la corruption. La première sécurité, c'est l'éducation qu'on offre à son peuple. Former les citoyens, former les ressources humaines, éduquer les gens. Construire un pays où le peuple se sent concerné, quel que soit son bord politique et son ethnie. C'est tout ça là qui crée la cohésion, et la cohésion est la première base de la sécurité. Sinon, aucun État n'a les moyens de lutter à 100% contre l'insécurité. Mais les États construisent des dynamiques internes qui permettent de faire le maximum pour la sécurité. Ce n'est pas une question de milliardaires, une question de... Non. C'est d'abord une question de ressources humaines, une question de peuple éduqué, et une question de gouvernance. Le premier danger qui nous menace en Afrique, c'est la mauvaise gouvernance. Si on a compris ça, on a tout compris en fait. Donc, chers amis, voilà notre réflexion à nous. Quand on a mis ce tableau-là en place, maintenant on cherche les moyens de détruire ce tableau-là. Et ces moyens-là, c'est la gouvernance qu'on met en place. C'est des bonnes élections, c'est des lois qui sont respectées par tout le monde, c'est la justice qui est équitable, c'est l'école qui a un projet, c'est-à-dire que l'école a une mission claire, former des élites, former des dirigeants, former des populations qui comprennent tout. Voilà comment on construit la sécurité. Pour moi, c'est ça ces éléments-là. C'est pas les armes qu'on va acheter, c'est pas ceci là, non. C'est d'abord des hommes qu'on forme dans les domaines précis, très pointus, pour coopérer avec les autres, pour construire la dynamique de sécurité interne. Voilà ma réponse, cher ami.
Ok, merci beaucoup. Alors, vous avez parlé beaucoup de corruption, Est-ce que, quels moyens, quels sont vos moyens pour lutter effectivement et drastiquement contre la corruption? Mais la corruption, il n'y a pas beaucoup de moyens. Il n'y a qu'un seul moyen qu'on met en œuvre. C'est la lutte contre l'impunité. Vous prenez la Chine, là, 1 milliard d'habitants, 1 milliard 500 millions d'habitants, mais les corrompus, on sait comment on les traite là-bas. Hein. C'est radical là-bas. L'argent public, c'est totalement interdit de gaspillage et de détournement. La seule solution contre la corruption, c'est la lutte contre l'impunité. L'exemple, la sanction, l'application rigoureuse des lois. C'est ça qui est la solution contre la corruption. Notre pays a pris des mesures législatives. On a créé une haute autorité de la bonne gouvernance. Mais quel est son impact sur la corruption en Côte d'Ivoire? On a une inspection générale d'État. Quel est son impact sur la lutte contre la corruption? On vient de créer un pôle pénal financier. Quel est son impact sur la corruption en Côte d'Ivoire? La solution contre la corruption, c'est la lutte contre l'impunité. 1000 francs détournés, 1 milliard détournés, c'est la sanction systématique. Quel que soit son bord politique, quelle que soit sa place sociale, on doit le sanctionner. C'est le seul moyen de mettre tout le monde au pas. Il faut que la ressource publique, l'argent public soit sacré. Comment on peut comprendre dans un pays, ceux qui ont des sociétés, les entrepreneurs, les industriels n'ont pas d'argent, et c'est les hommes politiques qui sont milliardaires. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et donc, c'est la sanction. Vous voyez? C'est le seul moyen par lequel on lutte contre la corruption. Quand Kome Bakari est dehors, alors même qu'on a toutes les preuves qu'il a fait du faux, comment pensez-vous qu'on peut lutter contre la corruption? Voilà comment on déconstruit un pays. Voilà comment on fait perdre confiance au peuple dans ses institutions. Et quand on atteint ce niveau-là, le pays est en danger. Donc c'est la lutte contre l'impunité qui est la solution unique contre la corruption. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. On dit Nash quelque chose. Attends, j'ai bien voir le nom. Nassami. Massi, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Massi, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bon, je pense que la personne n'est pas disponible. Ok. On va prendre en haut. La baronne, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô. Bonjour, madame, on vous écoute. Bonjour, monsieur le député. Vraiment. Moi, j'ai pas de questions pour vous, hein. Mais c'est simplement vous dire que vous êtes adorable et que Dieu vous soutienne dans ce combat-là. Nous, les Ivoiriens, là, nous avons besoin des gens comme vous à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, il y a trop de médiocrité en Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués. On prône la médiocrité en Côte d'Ivoire. Et quand tu dis aujourd'hui que tu es Ivoirien, ça fait honte. On te dit, oh, le pays des woubi, le pays des lesbiennes, le pays des drogués, le pays de ceci. On est fatigué. Mesurez les mots, c'est TikTok. Mesurez un peu les mots, s'il vous plaît, c'est TikTok. Excusez-moi, c'est pour ça qu'il y a du woubi. Donc, vraiment, monsieur le député, je suis très contente de vous parler. Et puis, moi, que Dieu vous accompagne et qu'il ait sa main sur vous. Nous avons besoin de vous. Je pense que dans 10 ans, vous pouvez être même le président de la République. Pourquoi pas? On a besoin des gens comme ça pour évoluer. Autant d'Oufoué-Boigny, quand on sortait, les gens nous respectaient. Et quand tu dis, ah, je suis Ivoirien, on dit, oh, ok, mais aujourd'hui, là, quand tu dis que tu es Ivoirien, même le Burkina, excusez-moi, hein, aujourd'hui, même le Burkina pèse plus que la Côte d'Ivoire. C'est dommage. Voilà, quoi. Allez, donc, bon panel à vous, et puis merci, monsieur le député. Merci au chef du village. Merci beaucoup, madame la baronne. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, madame, merci beaucoup. Priska, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Priska Yapi, s'il vous plaît, ouvrez votre micro. Oui, c'est monsieur Yapi. Bonjour. Bonjour, monsieur, on vous écoute. Ok, je vous remercie, chef du village. Je vous remercie, monsieur l'honorable. Je voulais juste poser une question d'abord avant de commencer. Est-ce que vous êtes sur la liste électorale? Oui, bien sûr. Je suis maire de Tia-Salé, donc je m'occupe de ces questions aussi en tant qu'officier d'état civil. Donc, je suis sur la liste électorale. D'accord, merci l'honorable. Et ma question suivante, c'est-à-dire, moi, je suis ébrié de Bergerville. Donc, nous sommes de la Côte d'Ivoire, c'est l'Ivoirien qui gagne.
Je pense que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout ce qu'on veut, nous les Ivoiriens, on veut chasser ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'on est fatigués. On veut vraiment chasser ceux qui sont au pouvoir. Je pense qu'il faut faire une coalition aujourd'hui avec l'opposition pour pouvoir chasser ceux qui sont là. Parce que aller de différents côtés, c'est-à-dire que Tian va aller de son côté, vas-y, Gbagbo va aller de son côté, vous allez aller de votre côté, je pense que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour ceux qui sont au pouvoir, tout en sachant que ceux qui sont là sont passés, ils sont très mauvais. Donc, je pense que moi, c'est une doléance que je fais. Je pense que réfléchissez bien par rapport à tout ça et allez-y. C'est-à-dire, quand on parle de l'opposition, on parle d'un seul parti. Pour juste cette année 2025. Et après, on va se battre. Entre nous, on sait que vous allez devenir président un jour. Mais aujourd'hui, il faut chasser ceux qui sont là. Déjà, pour que nous, on soit en paix, les Ivoiriens soient en paix. Et puis, notre combat là, on va faire notre combat en interne. Pour que vous soyez président un jour, comme Gbagbo l'a été. Merci beaucoup. Merci, Merci. ami. Merci, je l'honorable. vais vous répondre. Alors, d'abord, mon combat n'est pas un combat contre un pouvoir. Il faut que ce soit très clair. Mon combat est un combat pour les Ivoiriens, pour reconstruire une nouvelle dynamique politique. C'est exactement ce qu'on a fait depuis 30 ans, qui nous a conduit dans les problèmes. Chasser ceux qui sont là, par une coalition hétéroclite, une coalition opportuniste, et puis dès l'instant où on a pris le pouvoir, on se divise et on est contre une autre partie du peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette dynamique-là. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ce sont nos dirigeants. Aucun dirigeant n'est parfait. Oufou a gouverné, Oufou a eu ses succès, Oufou a eu ses erreurs. Bédi a gouverné, Bédi a eu ses erreurs, Bédi a eu ses succès. Gbagbo, pareil, a eu ses erreurs, a eu ses succès. Ouattara a gouverné, a eu ses erreurs, a eu ses succès. Rien n'est jamais blanc totalement et rien n'est jamais noir totalement. Il faut sortir de ce clivage-là. De ce que quand un pouvoir est en place, on doit se liguer pour le faire tomber, pour recommencer les mêmes choses. Ça fait 30 ans qu'on fait ça, ça n'a pas prospéré. D'accord? Le régime RADP qui est là depuis 15 ans. S'il est au pouvoir depuis 15 ans, c'est parce que les Ivoiriens l'ont voulu. Je n'ai pas dit parce que les Ivoiriens ont voté. Je dis parce que les Ivoiriens l'ont voulu. Merci. L'ont accepté. Ok, merci. Écoutez très bien. Et donc, si les Ivoiriens ne veulent plus de ce régime-là, en octobre prochain, les Ivoiriens, même s'il y a 5 candidats, vont faire tomber ce régime-là. Et donc, pour ça, là, on n'a pas besoin de se mentir nous-mêmes. Si les Ivoiriens veulent que ce régime reste en place encore en 2025, ils vont le maintenir en place. Enfin, il faut qu'on comprenne que la politique, là, le pouvoir, là, il appartient au peuple du Côte d'Ivoire. Personne ne peut gouverner contre un peuple qui n'est pas d'accord. Le jour où le peuple n'est pas d'accord, là, ce régime-là, il quitte le pouvoir. Si le régime est en place encore, parce que le peuple est encore d'accord. Le jour où le peuple ne sera pas d'accord, il enlèvera de ce pouvoir-là. Et chaque 5 ans, on pose la question au peuple. Si on a compris ça, en réalité, on a tout compris, en fait. Tous les gens du Nord, là, ils ne sont pas RADP, hein. Moi, je suis parti à Tirasso, je suis allé à Korogo, je suis allé à Ferke, je suis allé dans plusieurs villes du Nord. Il y a des gens qui ne sont pas RADP, qui sont au Nord. Voilà, ils sont Maleke, ils sont Sénoufo, ils sont Tagbada, ils sont ceci. Ils ne sont pas RADP. Il y a des gens qui sont à Gagnoua, à l'ouest du pays, ils ne sont pas PPACI. Ils sont RADP. Voilà. Je suis allé à Bongwanou, c'est les Aïn. Il y a des gens qui sont Aïn à Bongwanou, ils sont RADP. Ils ne sont pas PDCI, ils ne sont pas PPACI. Vous voyez? C'est tout cela qui forme le peuple. Et le jour où tous ces gens-là, ils sont RADP, ils sont PDCI, ils sont PPACI, ils sont de tous les partis politiques, ils ne veulent plus de ce régime-là, il partira. 2025 est une occasion pour poser la question encore. Et le peuple va réagir. Donc, de ce point de vue-là, moi j'ai dit, il ne faut pas faire de coalition anti